السلوك التفاوض الإسرائيلي واضح جدا أنهم يأتون كل هنا للتصعيد والاستفزاز والابتزاز. كل المطلوب الذي يطالب به الوفد الفلسطيني سبق أن تمت الموافقة عليه ووقعت عليه إسرائيل. Ce mercredi 13 août à 16h de la fin du cessez-le-feu, les estimations vont bon train entre optimisme prudent et pessimisme mesuré. Les discussions au Caire continuent et semblent buter sur certains points si l'on en croit les fuites. 16h donc avant la fin de ce cessez-le-feu. On fera le point sur la situation avec nos invités ce matin. Ali Waqued, spécialiste du monde arabe, est avec nous. Bonjour Ali. Emmanuel Navon, professeur en géopolitique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mais tout de suite on fait le point sur l'actualité de la nuit et de la soirée d'hier. 16h donc avant la fin du cessez-le-feu, Israël se prépare à une éventuelle reprise des tirs depuis la bande de Gaza. Dans le même temps, Londres menace d'arrêter sa vente d'armes à Israël. Un ultimatum qui intervient après que des députés britanniques ont appelé le gouvernement à accentuer la pression sur Israël pour lever certaines restrictions de circulation. Washington a envoyé 130 conseillers militaires supplémentaires en Irak. Ils doivent évaluer les besoins des Yazidis chassés par les militants sunnites de l'État islamique. Par ailleurs, un terroriste s'est fait exploser près de la maison du nouveau Premier ministre sans causer de blessés. Dans ce contexte, Maliki est le dos au mur alors que les chancelleries du monde entier continuent de saluer la nouvelle nomination du nouveau Premier ministre irakien. Et grâce à son regard bleu, elle avait gagné le surnom de Regard d'Hollywood. Mais c'est aussi pour sa voix grave qu'on la connaissait. Lauren Bacall s'est éteinte hier. C'est en 1944 qu'elle apparaît pour la première fois à l'écran aux côtés d'Humphrey Bogart. Succès immédiat pour la jeune actrice et début d'une carrière qui durera 60 ans et comptera près de 50 films. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de la nuit et de ce début de soirée. Alors les portes sont closes, les négociations se tiennent au Caire dans la plus grande discrétion. Qu'est-ce qu'on peut, Ali, quand même dire de ces discussions qui se tiennent en ce moment même? On peut dire qu'un certain progrès a été fait. Les demandes de la délégation palestinienne, notamment du Hamas, ont été partiellement remplies, acceptées par Israël et par l'Égypte. On ne parle pas du calme pour le calme, mais du calme pour une levée assez importante du blocus. Israël a fait savoir qu'elle acceptera la rentrée dans le territoire israélien, soit pour Israël, soit pour la Cisjordanie, de quelques milliers de Palestiniens par mois. Un certain nombre de produits qui ont été avant refusés par Israël seront désormais rentrés à la bande de Gaza. On discute la qualité et la quantité. Donc tous les points de passage avec Israël, et pour les personnes et pour les marchandises, seront ouvertes. Pareil pour le point de passage à Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza. Les autorités égyptiennes, avec bien sûr l'établissement d'un système de surveillance, ont accepté la réouverture de la frontière avec la bande de Gaza, bien sûr à la présence de l'autorité palestinienne, des forces présidentielles palestiniennes et non pas du Hamas. L'élargissement de l'espace maritime pour les pêcheurs gazaouis a été aussi accepté par Israël, et donc une bonne partie des demandes du Hamas. Le Hamas ne peut pas parler d'une levée du blocus, mais il pourra sans doute parler d'une levée assez importante de ces blocus ou d'un apaisement dans les mesures imposées par Israël et par l'Égypte sur la bande de Gaza. La délégation du Hamas pourra rentrer à Gaza, dire ça valait le coup de rentrer dans cette confrontation. Et la délégation israélienne, elle pourra rentrer en Israël en disant que ça valait le coup et bien sûr, les salaires qui ont été versés au Hamas, quelques dizaines de millions de dollars pour les hommes de sécurité du Hamas et pour les fonctionnaires du Hamas. Maintenant, on a senti ce progrès dans la crise qui a surgi hier entre les ministres, entre le Premier ministre et certains ministres de l'aile droite du gouvernement, ce qui reflète vraiment le vrai progrès qui a été marqué au Caire. Moi, j'ai parlé hier soir
à des membres de la délégation palestinienne. Et eux, ils étaient inquiets que pour des calculs internes, Israël au moins va essayer de tenter de durcir sa position pour répondre aux critiques de Bennett et Alors les Lieberman, critiques mais un justement de progrès a été Naftali fait, Bennett qui annonce que donner l'argent au Hamas, c'est d'une certaine façon financer l'organisation terroriste aussi. Je ne sais pas si ça finance l'organisation, mais ça soulage les pressions sur le Hamas. 40 000 et quelques fonctionnaires et hommes de sécurité. Quand on dit hommes de sécurité et fonctionnaires, on dit membres du Hamas. Nathalie, que ça soit clair maintenant. Il va aller où cet argent très précisément? Cet argent va financer les familles et les membres des forces de sécurité du Hamas et les fonctionnaires du Hamas. Quand on dit les forces de sécurité... C'est même forces de sécurité qui tirent des roquettes? Non, c'est ça, c'est la branche armée du Hamas. Maintenant, si jamais il y a un membre, comme c'était le cas avec le Fatah au début de l'an 2000, quand les membres de des forces de sécurité de l'autorité palestinienne étaient les dirigeants aussi de l'intifada, ça on ne peut pas savoir, mais au moins au sein du Hamas, il y a une séparation entre ceux qui forment la police et les forces armées et les brigades de Zedine El-Qassam. Donc concrètement, il n'y a pas de transparence, la frontière est très mince. Il n'y a pas de transparence, bien sûr, parce qu'on discute avec une organisation qui n'est pas une organisation étatique, une organisation qui, son agenda, au bout de compte, c'est de voir Israël disparaître. Alors pourquoi la communauté internationale, dans ce cas-là, dit qu'elle pourra surveiller, on en parlait hier également sur ce même plateau, avec ce scénario du Hezbollah au sud Liban qui est à craindre à nouveau, avec la FINUL qui n'a pas forcément opéré son rôle de surveillance et de contrôle, comme le demandait Israël. À mon avis, un système de contrôle sera établi dans la bande de Gaza. Déjà, il ne faut pas oublier, Nathalie, l'effort immense qui a été fait par l'Égypte depuis 15-18 mois, quand les Égyptiens ont commencé cette campagne de la destruction des tunnels à Rafah. L'érosion, l'efface totale des quelques kilomètres entre Rafah égyptienne et Rafah palestinienne pour éviter qu'en dessous des maisons, il y a des tunnels qui soient creusés. Donc, les Égyptiens ont fait Vous en parlez, Rafi Ariavé, le contrôle de la communauté internationale, il a tenu quelques mois seulement. Il a tenu quelques mois. Maintenant, on essaye d'établir le même principe, mais avec des critères de surveillance un peu plus sérieux. Et à mon avis, le critère le plus important, ou la leçon la plus importante, c'est celle tirée par l'autorité palestinienne, qu'il faut qu'ils ne ferment pas les yeux sur le passage des personnes. Israël accusait l'autorité palestinienne qu'elle a laissé passer, quand elle était jusqu'à 2006 à la frontière avec Rafah, qu'elle a laissé passer des membres du Hamas, des experts iraniens, des experts de Hezbollah à la bande de Gaza. À mon avis, le fait que le Hamas a pris la bande de Gaza, a pris contrôle de la bande de Gaza suite à un coup d'État, l'autorité palestinienne sait comment est-ce qu'il faut... Alors en Cisjordanie, la configuration est différente puisqu'il y a une collaboration entre les deux services de sécurité israéliens et palestiniens d'autre part. Emmanuel Navon, est-ce qu'on peut imaginer que Mahmoud Abbas, dans ce contexte, a les épaules pour prendre toutes les responsabilités qui lui incomberaient éventuellement avec cet accord ? Vous savez, la relation entre Mahmoud Abbas, l'OLP et le Hamas est une relation qui ne cesse de laisser pantois. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est vrai, le Hamas a renversé par la force le régime de l'OLP dans la bande de Gaza en 2007. Après, je le rappelle, avoir gagné les élections de 2006. Simplement, Mahmoud Abbas n'avait pas donné suffisamment de pouvoir au Hamas à l'époque, et le Hamas a éliminé l'OLP de la bande de Gaza de façon extrêmement violente. Mahmoud Abbas, d'un autre côté, comme on le sait, il y a 2 mois à peu près, a signé un accord d'union avec le Hamas. Et donc c'est une relation qui présente, à Mahmoud Abbas présente toujours à l'Occident et à Israël sa relation avec le Hamas comme étant antinomique. Mais en réalité, il collabore avec le Hamas de la même manière que Arafat le faisait à l'époque. Donc si on se dirige vers un modèle où finalement Mahmoud Abbas récupérait le contrôle partiel de la bande de Gaza, ce serait après qu'il ait signé un accord, je le rappelle, avec le Hamas il y a 2 mois, et après que le Hamas ait renversé l'OLP à Gaza en 2007. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Abbas, lui, il a un intérêt évidemment à récupérer le contrôle de la bande de Gaza. Mais est-ce qu'on pense vraiment qu'il va désarmer le Hamas alors qu'ils sont blanc bonnet, bonnet blanc? Bien entendu que non. On a parlé tout à l'heure des exigences du Hamas dans les négociations.
Vous en avez parlé. Mais qu'en est-il des exigences d'Israël sur la démilitarisation de la bande de Gaza? Et puis au-delà, quelle est la solution? Si ce que vous êtes en train de dire, Mahmoud Abbas n'est pas un véritable interlocuteur, ou en tout cas n'est pas la véritable solution, la solution ultime à ce qui se passe à Gaza. C'est quoi la solution? Vers quoi on peut se tourner? Vers quelle option on peut se tourner? Pour ce qui concerne la bande de Gaza ou de façon générale? Pour ce qui concerne la bande de Gaza, là, dans ce cas précis. Pour la bande de Gaza, il faut bien comprendre une chose. Le but du Hamas, ça n'est pas uniquement de mettre fin au blocus égyptien et israélien. Le but du Hamas, comme l'a rappelé Ali, c'est la destruction d'Israël. Ils le disent ouvertement. Donc si on pense qu'on peut arriver à un accord avec le Hamas uniquement, même si Israël demain ouvrait un aéroport à Gaza, un port, mettait fin complètement au blocus, est-ce que le Hamas s'arrêterait? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il continuera de s'armer, il continuera d'importer des armes en provenance de l'Iran, il continuera de collaborer avec le Hezbollah. Et par conséquent, si on arrive, même si on arrive à un accord de cessez-le-feu, il sera temporaire comme tous les accords précédents. Et dans ce laps de temps, le Hamas utilisera le temps qui lui est donné pour se réarmer. Et par conséquent, aujourd'hui, l'alternative pour Israël, c'est soit d'accepter un accord de cessez-le-feu en sachant très bien qu'il sera temporaire, soit poursuivre l'opération terrestre pour mettre fin au régime du Hamas. Ce sont les deux alternatives d'Israël aujourd'hui. Maintenant, il faut voir, le blocus maritime imposé par Israël a fait du sorte que les missiles de long terme du Hamas sont réduits. On parle de quelques dizaines, dont une bonne partie a été déjà utilisée dans cette confrontation. Le blocus imposé par l'Égypte, surtout dans la région de Rafah, fait de sorte que le Hamas aura beaucoup plus de difficultés à faire pénétrer à la bande de Gaza des armes. Ils ont un système d'autoproduction, mais il n'est pas assez sophistiqué, il n'est pas assez développé comme les armes qu'ils font venir de l'étranger. Donc déjà, le Hamas est une des raisons pour lesquelles le Hamas a accepté cette trêve, une des raisons pour lesquelles le Hamas il accepte à laisser à l'autorité palestinienne le contrôle des frontières avec la bande de Gaza, c'est qu'il est conscient qu'il aura des difficultés beaucoup plus importantes à se réarmer. Le Hamas ne va pas arrêter à se réarmer quand il concerne son fabrication, son système d'autofabrication, mais le Hamas d'avant cette confrontation n'est pas le même Hamas. Alors on va faire une pause dans ce débat et on reviendra également sur les exigences d'Israël et les succès ou pas remportés par Israël au cours de cette opération. À la frontière sud de Gaza et d'Israël, eh bien, le kibbutz d'En Ashlosha a été particulièrement visé lors de ces affrontements et du coup les conséquences économiques sont particulièrement graves dans cette zone agricole. Un reportage de Maxime Pérez. Un kibbutz sur la ligne de front. En Ashlosha fait face à la localité palestinienne de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. On est à moins d'1 kilomètre de la frontière. Dans ce secteur, on est exposé aux tirs de snipers et également aux roquettes anti-chars. Mais c'est ici qu'on travaille. Pablo, originaire d'Uruguay, travaille depuis une trentaine d'années sur les terrains agricoles d'En Ashlosha. Et comme si la situation n'était pas déjà assez dangereuse, voilà ce que lui et les autres fermiers du kibbutz ont récemment découvert. Ici, c'était un terrain agricole. L'hiver dernier, on y faisait pousser du blé. Mais c'est là qu'on a trouvé l'une des entrées du tunnel. Il y en a aussi une autre tout près de la barrière de sécurité. Mais à vrai dire, ces tunnels du Hamas ne sont pas ceux qui désolent le plus cet agriculteur chevronné. Après l'opération terrestre à Gaza, Pablo ne peut que déplorer les dégâts causés par le passage des tanks et les combats dans le secteur. Ici, un tank est passé. Pendant près d'une semaine, on ne pouvait pas se rendre ici. On a enfin reçu l'autorisation de venir réparer les dégâts. On travaille en profondeur, c'est notre principal conduit d'eau ici. Plus loin, ce sont d'autres terrains que les blindés israéliens ont écrasés. À chaque fois, ce sont des récoltes qui partent en fumée. Ici, c'était un champ de cacahuètes en pleine irrigation, mais les tanks ont roulé sur le champ. Ce terrain, il est fichu, et de ce côté-là, ce sont les pastèques. Mais avec toute la poussière levée par les tanks, je ne sais pas bien ce qu'on va pouvoir en tirer. Dans ce kibbutz, où 80% des ressources reposent sur l'agriculture, les pertes et les dommages sont évalués à plusieurs millions de shekels. Un nouveau coup dur pour cette localité, qui attend encore d'être dédommagée de la précédente opération à Gaza, pilier de défense, en novembre 2012. En Ashlosha fait partie de ces localités frontalières de Gaza où les habitants ressentent une grande frustration. D'abord, face aux dommages portés par cette guerre à leur économie,
De l'autre, face à l'absence totale de garantie de sécurité dans un futur proche. Pour l'instant, ils estiment que rien n'a vraiment changé pour eux. Emmanuel Navon, rien n'a vraiment changé pour les habitants du Sud, rien n'a vraiment changé avec cette opération bordure protectrice? Je ne dirais pas que rien n'a changé parce que d'abord, les tunnels, les dizaines de tunnels qui ont été creusés par le Hamas et qui ont été détruits par Israël, c'est quand même un acquis pour les résidents de la bordure de la bande de Gaza. Parce que n'oubliez pas que pour eux, pour les résidents de la bande de Gaza, les résidents israéliens de bordure de la bande de Gaza, ils vivent depuis 2005 dans un cauchemar permanent avec la menace de missiles qui tombent sur leur maison. Mais maintenant, à cela, il faut ajouter ces fameux tunnels d'où du jour au lendemain, vous pouvez trouver un terroriste qui émerge de votre salon sur un tunnel souterrain. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable. Donc la destruction des tunnels a quand même changé quelque chose. Mais tant qu'on ne saura pas ce qui émergera du cessez-le-feu qui est en train de négocier, on ne pourra pas dire avec précision, avec certitude, si oui ou non, leur vie va véritablement changer. Alors en quoi, qu'est-ce qu'Israël a remporté comme victoire avec cette opération? En quoi Israël a avancé grâce à cette opération? D'abord, Israël n'avait pas le choix. Je vous rappelle que le Hamas a initié cette agression contre Israël et qu'Israël avait le devoir de protéger ses citoyens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je l'ai dit, le principal acquis d'Israël, c'est d'avoir identifié et détruit ces tunnels qui représentaient une menace stratégique et par lequel le Hamas prévoyait de faire un méga attentat à la veille du Nouvel An juif, comme on l'a découvert. Mais également, nous avons quand même porté atteinte avec les bombardements aériens à une grande partie de l'infrastructure terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Donc le Hamas a quand même pris un coup. Pour combien de temps? C'est la question. Et on va en reparler dans quelques instants. On va s'attarder à présent sur la presse israélienne et du Moyen-Orient avec vous, Cyril Amar. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Les journaux israéliens et palestiniens également qui font leur gros titre ce matin sur cette trêve de 72 heures qui expire dans 16 heures, un petit peu moins à présent. Oui, Nathalie, que se passera-t-il après les 12 coups de minuit? Tout redeviendra-t-il comme avant? Non, on pourrait croire que les journaux ce matin nous font un remake du conte de Cendrillon, mais non. Ils évoquent tous à l'unisson le troisième et dernier jour de trêve entre le Hamas et Israël. Une presse qui retient son souffle, donc les yeux rivés sur le cadran. Ce sera une journée décisive, titre en une le quotidien à grand tirage Yediot Aharonot, une journée entre pourparlers et menaces pour le quotidien gratuit Israël Hayom, proche du pouvoir, qui évoque ce matin une dernière ligne droite au Caire, alors que le ministre de la Défense israélien Moshe Yaalon, cité par le journal, n'exclut pas de son côté une reprise des hostilités au terme de cette trêve de 72 heures. Alors pour l'agence de presse palestinienne Mahan, le compte à rebours a commencé et les 24 prochaines heures seront tout simplement cruciales. Sur un ton plus optimiste, le quotidien centriste Maariv estime pour sa part que la trêve a de bonnes chances d'être prolongée. La délégation israélienne sera de retour au Caire ce matin alors que les Palestiniens devraient tenir aujourd'hui une réunion extraordinaire pour entériner les termes de l'accord avec Israël. Si des divergences subsistent, note le quotidien de gauche Haaretz ce matin, tout porte à croire néanmoins que les parties sont proches d'un accord. Le journal en veut pour preuve cette série de consultations tenues hier par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avec les membres de son cabinet de sécurité, des rencontres en tête-à-tête, nous dit le journal, pour tenter de les convaincre d'accepter l'accord en gestation au Caire. Un pari difficile selon le journal car au moins 3 des ministres de droite devraient s'y opposer alors que Benjamin Netanyahou devrait jouir du soutien des ministres centristes et de son ministre de la Défense. Et pour les commentateurs israéliens, Cyril, le Hamas devrait conforter son pouvoir dans la bande de Gaza aux grandes dames d'Israël et de l'Égypte également. Oui, le Hamas qui n'a pas l'intention de renoncer au pouvoir dans l'enclave côtière. C'est en tout cas ce qu'affirme ce matin l'orientaliste israélien Eyal Zisser dans une analyse qui paraît dans le Israël Hayom. Difficile de prédire quels seront les termes de l'accord qui se trame au Caire. Mais une chose est sûre, écrit l'universitaire, le Hamas gardera pour longtemps encore le contrôle de la bande de Gaza. Bien sûr, les Gazaouis sont en colère après le Hamas, mais ils sont aussi conscients de l'absence d'alternative, tout comme Israël d'ailleurs, qui craint de voir les djihadistes de l'État islamique s'immiscer dans le vide que laisserait le Hamas à Gaza. Quant à Mahmoud Abbas, conclut Zisser, il n'a ni les moyens militaires ni la volonté politique de lutter contre le Hamas comme le souhaiteraient les Israéliens et les Égyptiens. Un Hamas qui a certes besoin du Fatah, mais qui n'a aucunement l'intention de céder le pouvoir qui lui avait confisqué de force en 2007.
Et les journaux israéliens qui dénoncent aujourd'hui encore violemment le parti pris du président de la commission de l'ONU qui doit enquêter sur les supposées violations des lois humanitaires pendant l'opération Bordure Protectrice. Il était interviewé hier par une chaîne israélienne, la deuxième chaîne de télévision. Et voilà, et le revoici aujourd'hui encore, William Shabbas, ici en une du site d'information Times of Israel. C'est la bête noire de la presse israélienne, William Shabbas. Et même s'il s'est défendu d'être anti-israélien et qu'il a déclaré que ses commentaires passés sur Benjamin Netanyahou ne biaiserait en aucun cas l'enquête qu'il s'apprête à diligenter, eh bien les journaux ne manquent pas de relever que le juriste canadien, vous l'avez dit, interrogé hier par la deuxième chaîne de télévision israélienne, s'est bien gardé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Et puis toute autre chose, dans les colonnes du Haaretz, on apprend ce matin que la Grande-Bretagne suspendra 12 contrats d'armement avec Israël si les hostilités avec le Hamas reprenaient dans la bande de Gaza. Londres qui a entrepris début août un réexamen de toutes ses licences d'exportation d'armes à destination d'Israël, eh bien, la capitale britannique est parvenue à la conclusion que 12 autorisations portent sur des équipements susceptibles d'être utilisés de manière contraire au droit international. Il s'agit notamment de chars, d'aéronefs et d'éléments de radar, précise ce matin donc le Haaretz. Israël qui n'est pas épargné non plus par l'organisation de la coopération islamique réunie hier à Jeddah en Arabie Saoudite. C'est le quotidien palestinien Al-Quds qui relaie ce matin les propos du ministre des Affaires étrangères saoudien, le prince Saoud Al-Faisal, qui a dénoncé, je cite, les crimes d'Israël dans la bande de Gaza. Israël, a-t-il ajouté, doit enfin admettre que seule la paix est capable d'assurer sa survie en tant que nation. Notez par ailleurs que l'Arabie Saoudite s'est engagée à verser 500 millions de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza. Allez, si vous voulez bien, Nathalie, on referme cette revue avec cette information du quotidien turc Hurriyet. Il faut croire que la croisière s'amuse puisque selon le journal, l'ONG islamique turque IHH devrait une nouvelle fois défier le blocus de la bande de Gaza en organisant une nouvelle flottille à destination de l'enclave palestinienne, départ programmé pour avant la fin 2014. Ah ben voilà, départ annoncé. Merci à Cyril pour cette revue de la presse. On va tout de suite prendre la direction de la frontière avec la bande de Gaza où l'on rejoint notre envoyé sur place, Maxime Pérez. Maxime, bonjour. Quelle est l'atmosphère ce matin sur place ? Eh bien, c'est un calme tendu qui règne dans ces localités frontalières de la bande de Gaza. Une quinzaine d'heures maintenant de l'expiration de ce cessez-le-feu de 72 heures qui a débuté, vous le savez, en début de semaine, et toujours cette incertitude bien sûr sur la suite des événements, alors que aucun rapport clair ne provient du Caire, de la capitale égyptienne, quant à l'atmosphère de ces discussions et leur possible aboutissement à un nouvel accord de trêve durable. Toujours est-il qu'ici la situation est calme, qu'une nouvelle évaluation de la défense passive va être faite dans les prochaines heures, en milieu d'après-midi certainement, pour peut-être reconduire l'état d'urgence dans ces localités israéliennes frontalières de Gaza. Pour l'instant, nous nous trouvons dans la localité de Bat Hadar, dans cette région de Khof Ashkelon qui a été très lourdement frappée par les roquettes palestiniennes pendant les 3-4 semaines d'opérations et de confrontations avec le Hamas. Dans quelques instants doit arriver sur place le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, pour rencontrer les responsables des localités israéliennes frontalières, les responsables des autorités locales, pour faire évidemment un point, peut-être tenter de rassurer les habitants et leurs responsables. Merci beaucoup Maxime Pérez pour ce point. Donc Ali Waked, Avigdor Lieberman, ce même Avigdor Lieberman qui parle de paix saoudienne. Est-ce que ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas, mais on sait qu'Avigdor Lieberman ne pense pas vraiment qu'il y a une solution avec l'autorité palestinienne. Il faut vérifier ce qui se passe au Caire des deux points de vue. Un, le style et le fond. Côté style, le gouvernement israélien a dit qu'il ne va pas négocier sous le feu, et les négociations ont commencé déjà quand le feu était là. Deux, les Égyptiens et les Israéliens ont insisté à ce que la seule équation qui sera négociée, c'est le calme pour le calme, et tous les arrangements, levée de blocus, arrangements politiques, etc., vont être reportés à la fin du cessez-le-feu. On sait maintenant que les négociations se concentrent sur les facteurs et les éléments et les composantes de cette levée du blocus. Le Hamas, qui a exigé l'ouverture des frontières, reçoit une ouverture partielle des frontières et des points de passage avec Israël et avec l'Égypte. Et Israël qui exigeait depuis il y a 2 semaines, il y avait une certaine déclaration de Benjamin Netanyahou qui disait que la démilitarisation du Hamas était une condition sine qua non pour Israël. C'est pas ce qui va se passer. Pour l'instant, on ne sait pas. Effectivement, il n'est pas clair dans les négociations.
Je ne sais pas, peut-être qu'Ali, vous avez plus d'informations là-dessus, mais en tout cas, quel est le statut de cette exigence de démilitarisation de la bande de Gaza? Pour l'instant, on n'entend pas tellement parler. Il va y avoir une clause sur la nécessité de démilitariser la bande de Gaza. Maintenant, entre cette clause, comme la décision du Conseil de sécurité de l'ONU 1701 sur le sud du Liban ou sur le Liban en général, ça va être clair, le Hamas ne va pas se démilitariser. Et c'est ce qui fait dire aux commentateurs que dans 6 mois, on remet le couvert. Maintenant, est-ce que le processus... Le Hamas a essayé de tourner ses points faibles à des points forts dans les négociations. Par exemple, le Hamas estime que le gouvernement israélien ne veut pas voir le Hamas renverser, disparaître de la bande de Gaza, parce que le Hamas et la délégation palestinienne en totalité jugent que l'arrivée en force de l'autorité palestinienne à la bande de Gaza signifie une pression internationale de la communauté internationale sur Israël d'entamer un vrai processus de négociation avec l'OLP, avec l'autorité palestinienne, sur une solution définitive finale de la question israélo-palestinienne, donc la bande de Gaza et la Cisjordanie. Les estimations du Hamas endurcissent la position de la délégation du Hamas. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est vrai, on ne voit pas l'autorité palestinienne sans vraie motivation politique. Donc, un processus qui débouchera à la création d'un État palestinien se bat contre le Hamas. Donc, en clair, on est face à une démilitarisation versus remilitarisation du Hamas. Je souhaite rebondir sur ce que vous avez dit, la comparaison avec le sud Liban. C'est une comparaison appropriée. Pourquoi? Parce qu'après la deuxième guerre du Liban en 2006, il n'y a pas eu de démilitarisation du Hezbollah. Le Hezbollah a continué de s'armer, mais le Hezbollah a cessé de tirer sur Israël. L'opération militaire israélienne de 2006 a dissuadé le Hezbollah, bien que l'ONU, bien entendu, n'ait rien fait pour le désarmer. La question est de savoir si un tel scénario pourra se répéter sur la bande de Gaza. À savoir que dans les faits, il y aura une remilitarisation, mais le Hamas n'osera pas reprendre les tirs. Et j'en doute pourquoi. Parce que la façon dont les choses évoluent à présent, le Hamas continuera de toucher de l'argent du Qatar et d'autres bailleurs de fonds. Avec l'ouverture des frontières, continuera d'importer des armes. Et donc, il n'aura pas véritablement une bonne raison de ne pas reprendre la bataille, puisqu'il continuera d'avoir le soutien financier et militaire de ses soutiens internationaux. Et donc je doute que le scénario du sud Liban puisse se répéter avec le Hamas dans la bande de Gaza. Oui, mais pareil, au sud du Liban, il y a un début d'un processus sur la légitimité des armes du Hamas qui commence au sein de la société palestinienne. L'équation maintenant, c'est la reconstruction de la bande de Gaza et retour à la vie normale face aux armes du Hamas. C'est pour cela qu'on n'en parle plus dans les négociations de démilitarisation, mais d'éviter le réarmement du Hamas. Il y a une différence énorme entre les deux notions. Merci, messieurs. Ali Wakel, merci d'avoir été avec nous ce matin. Emmanuel Neven, vous restez en notre compagnie. On vous retrouve d'ici quelques instants. On va marquer une courte pause. Dans quelques instants, on revient pour d'autres développements et d'autres éclaircissements. Sur i24 News, merci à vous de nous rejoindre. On va tout de suite faire le point sur les derniers événements de la nuit et de la soirée d'hier. 16 h avant la fin du cessez-le-feu, Israël se prépare à une éventuelle reprise des tirs depuis la bande de Gaza. Dans le même temps, Londres menace d'arrêter sa vente d'armes à Israël, un ultimatum qui intervient après que des députés britanniques ont appelé le gouvernement à accentuer la pression sur Israël pour lever certaines restrictions à la circulation. Washington a envoyé 130 conseillers militaires supplémentaires en Irak. Ils doivent évaluer les besoins des Yazidis chassés par les militants sunnites de l'État islamique. Par ailleurs, un terroriste s'est fait exploser près de la maison du nouveau Premier ministre sans causer de blessés. Dans ce contexte, Al-Maliki est le dos au mur alors que les chancelleries du monde entier continuent de saluer la nomination du nouveau Premier ministre irakien. Grâce à son regard bleu, elle avait gagné le surnom du regard d'Hollywood, mais c'est aussi pour sa voix grave qu'on la connaissait. Lorraine Bacall s'est éteinte hier, c'est en 1944 qu'elle apparaît pour la première fois à l'écran aux côtés d'Humphrey Bogart dans Le Port de l'Angoisse. Succès immédiat pour la jeune actrice et début d'une carrière qui durera 60 ans et comptera près de 50 films. Alors
d'ailleurs contente de comprendre qui des deux camps, du Hamas ou d'Israël, a remporté cette guerre. On va tenter de s'attarder un instant sur la guerre sur Internet avec vous, Rudy Saada. Bonjour, merci de nous avoir rejoints ce matin. Et on parle de la stratégie de communication dans les deux camps pour s'approprier la victoire. Oui, la guerre a été intense et intensive sur Internet. Mais alors évidemment, au moment de tirer le bilan de cette opération bordure protectrice, Israël et le Hamas vont tous deux faire en sorte de donner une impression de victoire. Alors on va le voir à travers la communication Internet, comment cela s'organise. Alors on commence avec le compte Twitter de Tzahal. Le message est clair, on le voit, l'objectif était de détruire les réseaux de tunnels terroristes reliant Gaza à Israël, et cet objectif a été atteint, comme le dit cette infographie diffusée sur le compte Twitter la semaine dernière de Tzahal, reprenant mot pour mot le discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Alors du côté de l'opinion publique, l'heure est au souvenir des 64 soldats tombés au combat et à la célébration des héros dans une grande atmosphère d'unité nationale. Alors on le voit sur cette page Facebook qui est en fait le relais internet d'une grande campagne d'affichage et de distribution d'autocollants. On sait que les Israéliens sont friands d'autocollants pour afficher leurs opinions politiques et leur combat. Et donc vous avez cette campagne pour saluer les soldats. On les voit fiers et victorieux. C'est une campagne qui est organisée par les scouts israéliens aussi pour accentuer le sentiment d'unité nationale dans une société qui habituellement en temps plus calme est habituellement très divisée, et donc cet élan qu'il y a eu derrière l'armée israélienne est récupéré pour souder un petit peu plus la société israélienne. Donc on est entre l'objectif atteint et une célébration des héros, avec aussi une part de souvenirs. Alors en 2012, on le sait, le Hamas avait organisé un grand défilé, un défilé en grande pompe après plomb durci pour célébrer la victoire, c'était pilier de défense, pour célébrer la victoire du Hamas à Gaza. Comment ça se profile lors de cette opération? Alors dans tous les cas, côté Hamas, on criera victoire. Alors ce qui est intéressant, c'est de relever ce tweet qui commence à en parler, ce tweet qui date d'hier et donne le ton. Malgré la traîtrise de certains États arabes, la résistance a été capable de réussite significative et a infligé à l'armée sioniste des pertes lourdes. Donc voilà, le ton est donné et le débat sur victoire ou non du Hamas ou d'Israël fait rage entre les internautes eux-mêmes. Regardez cet échange entre un pro-israélien et un pro-palestinien. Le pro-palestinien dit qu'Israël sort isolé, il dit dans sa folie meurtrière de ce conflit, et pour le pro-israélien, c'est le Hamas qui sort isolé avec finalement très peu de soutien de la part de ses alliés arabes. Et donc le débat se poursuit comme ça sur Internet, et puis on trouve beaucoup de caricatures comme celle-ci qui minimise les cris de victoire attendus par le Hamas en insistant sur le fait que les dirigeants de l'organisation terroriste sont bien au chaud et en sécurité dans leur bunker et peuvent effectivement célébrer leur victoire, alors qu'à la surface, le peuple de Gaza a énormément souffert. On a la même idée dans une autre caricature où l'on voit Gaza complètement en ruine, et puis en haut, c'est deux combattants du Hamas qui crient eux victoire. Et puis on va finir avec un tour sur la page du mouvement Gaza Youth Breath. C'est un mouvement qui avait commencé en 2012, qui avait été réprimé et qui s'est réveillé lors de cette dernière poussée de fiel, cette dernière opération. Voilà, c'est un mouvement qui est donc anti-Hamas, mais aussi anti-Israël, anti-Fatah. C'est juste des jeunes palestiniens qui veulent aller vers une vie normale. Et il y a un post un peu ironique qu'on a trouvé. Voilà, aux vainqueurs du Hamas, ils ont maintenant à ramper pour des milliards de dollars pour reconstruire ce qu'ils ont détruit, et ils demandent comment se débarrasser d'eux. Les Nations Unies, l'Union Européenne, les États-Unis sont tellement impliqués, pourquoi pas nous aider à se débarrasser du Hamas, et ça serait peut-être ça la vraie victoire pour le peuple palestinien. Cette victoire, Emmanuel Navod, sur Internet, etc., vous la ressentez aussi dans les dernières déclarations des dirigeants du Hamas, et cette volonté de marquer qu'ils ont remporté? Vous savez, les dirigeants du Hamas ne sont pas les seuls dirigeants du monde arabe qui vivent dans cette névrose permanente dans laquelle il y a la réalité d'une part et la façon dont ils la décrivent d'autre part. Je vous rappelle qu'au moment de la guerre en Irak, lorsque les troupes américaines sont entrées à Bagdad en 2003, eh bien, le ministère de la propagande de Saddam Hussein déclarait victoire à la télévision. Et cela n'a jamais changé finalement. Les dirigeants arabes et les dirigeants du Hamas également vivent dans cette espèce de réalité parallèle où ils se servent de la propagande, et une propagande d'ailleurs
qui, dans le soi-disant printemps arabe, n'est-ce pas, s'était retourné contre ces dirigeants, puisque cette politique qui consiste sans arrêt à inventer une réalité parallèle et à utiliser la propagande. Aujourd'hui, à l'âge de l'Internet... Dans ce contexte-là, et très précisément à Gaza, ça a un impact sur les opinions publiques? Quelles opinions publiques? Gaza. Celle de Gaza. Vous savez, l'opinion publique dans la bande de Gaza, bien entendu, ce n'est pas l'opinion publique d'un pays démocratique. C'est une opinion publique oppressée par une organisation terroriste sanguinaire. Et donc, il est difficile de savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Ceci dit, encore une fois, à l'âge de l'Internet, ils ont accès, en tout cas partiel, à l'information. Cela ne signifie pas qu'ils essaient ou qu'ils souhaitent renverser le Hamas. On ne sait pas exactement ce qui se passe. N'oubliez pas qu'en 2006... on a vu ces exemples de manifestations qui ont été bien entendu, ils ont été éliminés immédiatement. Donc ils n'ont pas tellement le choix d'exprimer leurs opinions et d'exprimer leur opposition à cette organisation qui les a menés à cette situation qui est lamentable pour eux, alors que, comme on l'a rappelé, leurs dirigeants, eux, sont au Qatar dans des hôtels 5 étoiles. Aujourd'hui, avec l'explosion d'Internet, ce n'est plus, on ne crée plus victoire à la télévision, mais sur Internet avec des relais, on va dire, plus populaires. C'est-à-dire que ce ne sont plus forcément les dirigeants qui font la communication, mais les internautes eux-mêmes. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le relais du message ? Je pense que ça donne bien entendu plus de pouvoir à l'opinion publique elle-même. Et on n'a plus besoin finalement de cet intermédiaire qui est la télévision. Mais d'un autre côté, il y a tellement de désinformation également sur Internet. C'est vrai qu'on a accès directement et de malinformation. Et par conséquent, la manipulation des faits et la propagande, elle existe également sur Internet, bien que les gens ont accès directement. Mais l'accès direct signifie aussi bien l'accès direct à la vérité qu'au mensonge. Et donc, là-dessus, les choses n'ont pas changé. Et le Hamas l'a bien compris avec une stratégie de communication extrêmement bien faite sur ce conflit, avec énormément de moyens techniques et de moyens de communication, de méthodes de communication qui ont été très travaillées, en sachant effectivement que Internet n'a pas le filtre qu'ont les médias traditionnels. Et est-ce que de ce point de vue, on remarque une différence dans la façon d'Israël de communiquer sur cette opération par rapport aux opérations précédentes ? Je pense qu'Israël a tiré les conclusions des opérations précédentes et a fini par comprendre qu'au XXIe siècle, les guerres ne sont pas uniquement sur le terrain, elles se font également sur le plan de l'opinion et sur le plan médiatique. Ça, les organisations terroristes l'ont compris depuis longtemps. Celui qui a été le fondateur, je dirais, de cette stratégie, c'était Ho Chi Minh au Vietnam, qui avait dit déjà à l'époque, je ne peux pas vaincre l'armée américaine, mais je peux vaincre l'opinion publique américaine grâce à la télévision. Et finalement, toutes les organisations, toutes les guérillas communistes et autres ont adopté cette stratégie. Elle a été reprise par l'OLP, on l'a vu au moment de la première guerre du Liban, où l'OLP avait voulu décrire Israël comme la Wehrmacht et les Palestiniens du Liban comme les comparer aux Juifs du ghetto de Varsovie, n'est-ce pas? C'était la stratégie de cette propagande palestinienne de l'OLP à l'époque. Alors justement, vous parlez de propagande palestinienne, on ne parle jamais de propagande israélienne. On ne peut pas comparer entre des pays démocratiques et des organisations terroristes. Israël ne fait pas ce que fait l'autorité palestinienne. Des mensonges énormes. Je vous rappelle par exemple ce qui s'était passé au moment de la deuxième intifada, lorsque sur la première page du New York Times, il y avait un photomontage, n'est-ce pas, qui disait un policier palestinien tabassant, un policier israélien tabassant un Palestinien sur le mont du Temple. C'était un photomontage, alors que le soi-disant Palestinien était un étudiant juif de Chicago, et que c'était soi-disant sur le mont du Temple, et on voyait dans le fond une station d'essence israélienne. Ils font des montages et des mensonges grossiers. Nous, en tant que société démocratique, on ne le fait pas, et heureusement d'ailleurs, ou également des images qui avaient été attrapées par Tsahal au moment de la deuxième intifada. On voyait un enterrement avec le cadavre, entre guillemets, tombant de la civière et remontant sur la civière. Nous ne faisons pas cela. Et donc, il y a effectivement... C'est ce que vous constatez aussi, Rudy, sur le net ? Oui, il y a énormément de choses assez grossières, mais je remarque aussi que côté pro-israélien, il y a aussi cette tendance à se laisser aller à aussi des photomontages, des choses un petit peu plus, un peu moins fines, et c'est vrai que plus le conflit a avancé, plus le temps a passé, plus on est tombé dans ce genre Mais alors après, on ne peut pas comparer, puisque d'un côté, ce sont des manipulations, on va dire, d'État, et de l'autre côté, ce sont de simples internautes. Mais c'est vrai que voilà, sur Internet, il y
n'y a pas de filtre, il n'y a pas de filtre de vérité. Et donc, c'est très facile de lancer une image comme ça. Et il en restera toujours un petit quelque chose. Même, on a vu au tout début du conflit, on l'a répété, on l'a dit, les images qui venaient de Syrie et d'Irak, mais elles ont comme... détournées et voilà. qui ont finalement une capacité de nuisance importante. Alors justement, on va dresser le portrait finalement d'une habitante de Gaza qui est très active et qui est devenue, Rudy, vous la connaissez sûrement, star de Twitter. On en parle après. La guerre, vue au travers des yeux d'une adolescente de 16 ans. Farah Baker, habitante de Gaza, a pu rendre compte via Twitter de l'offensive terrestre lors de l'opération Bordure Protectrice en temps réel. Certaines de ces actions ont eu lieu à quelques pas de chez elle, dans l'hôpital de Shifa. C'est la seule façon pour moi d'aider Gaza, en montrant ce qui se passe ici. Parfois, je tweete quand je pleure ou quand j'ai trop peur, mais je me dis que je ne dois pas arrêter. Je fais tout mon possible pour montrer au monde ce qui se passe exactement. Farah a commencé à témoigner sur Twitter en 2012 au cours de l'opération Pilier de défense. Elle avait à l'époque 14 ans et comptait 800 abonnés. Aujourd'hui, avec plus de 160 000 abonnés, elle crée le buzz dans les médias. Son histoire a été relatée sur NBC ou encore CNN. J'essaie de filmer les bombes et la fumée pour faire quelque chose de spécial, pour que les gens aient l'impression de vivre avec moi. Nul ne sait quel sort attendra Farah une fois la guerre terminée. Elle pourrait bien continuer de s'attirer l'attention des journalistes ou bien, au contraire, sombrer dans l'oubli. En attendant, Farah continue de tweeter, prouvant une nouvelle fois que les réseaux sociaux ne connaissent pas de frontières, pas même à Gaza. Pas de frontières, tweeter pour exister, c'est un peu un exutoire aussi, vous avez le sentiment pour certains de ces habitants de Gaza? Ça crée effectivement des situations assez imprévues dans lesquelles des deux côtés des gens sont en contact finalement, même si leurs armées respectives, leurs pays respectifs se combattent. Cela crée parfois effectivement des liens inattendus entre les populations civiles. Ça peut créer effectivement parfois même des ponts. Question est de savoir si ça suffit effectivement pour surmonter les causes profondes du conflit. Quand on voit encore une fois que le Hamas continue de diriger la bande de Gaza, on peut en douter, mais ça crée effectivement des situations assez insolites. Je voudrais qu'on s'attarde un instant à présent sur la relation entre la Turquie et le Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza. On a vu Recep Tayyip Erdogan, le nouveau président turc, beaucoup s'exprimer à l'encontre de l'État d'Israël. Et puis cette ONG qui veut à nouveau défier le blocus de Gaza avec une flottille 4 ans après le Marmara, ça présage de quoi? D'abord, ça ne fait que confirmer quelles sont les véritables intentions de Erdogan. Je vous rappelle que dès 2006, il avait reçu Khaled Mashal, le dirigeant du Hamas, à Ankara. En 2006, c'était 4 ans avant le Marmara. Ce n'est pas nouveau ce lien entre Erdogan et le Hamas, les frères musulmans. Il a soutenu également les frères musulmans en Égypte. D'où aujourd'hui sa relation très tendue avec le gouvernement de Al-Sisi en Égypte, parce qu'Erdogan a soutenu les frères musulmans. Aujourd'hui, il soutient le Hamas. Maintenant, beaucoup va dépendre de l'attitude du gouvernement Obama. Pourquoi? Parce qu'Obama a, dès le début, essayé d'amadouer Erdogan. Il avait fait pression sur Netanyahou pour présenter ses excuses sur le Marmara. Cela n'a servi à rien. Au contraire, Erdogan n'a fait que faire monter les enchères. Et la question de savoir à ce stade si Obama a compris, oui ou non, à qui il a affaire. Parce que s'il n'a toujours pas compris à qui il a affaire, alors Erdogan ne va faire que continuer à faire monter la tension. Parce que si Obama ne l'arrête pas, ne l'appelle pas au téléphone, lui dit d'arrêter avec cette flottille, eh bien il continuera. Beaucoup va dépendre dans le comportement d'Erdogan sur la politique d'Obama. Alors il y en a un qui a réussi en tout cas à le mettre plus ou moins de côté, c'est Al-Sisi qui a depuis le début mis de côté cette présence turque au cours des négociations. Pourquoi il l'a fait avec autant d'insistance? Parce qu'il y a aujourd'hui dans le monde musulman en général et dans le monde arabe en particulier deux tendances. Il y a la tendance islamiste qui finalement remet en cause la légitimité même des États-nations et veut une espèce de politique pan-islamiste qui est représentée également par Erdogan avec sa vision du monde de recréer d'une certaine manière, même de façon virtuelle, l'Empire ottoman avec sa ligne de coopération avec l'Iran, les autres pays musulmans, etc. Et Al-Sisi qui, lui, a fait tomber les frères musulmans qui allaient dans ce sens-là également pour établir l'autorité de l'État égyptien. Et là, il y avait véritablement deux politiques opposées entre une politique étatique de Al-Sisi et une politique pan-islamiste de Erdogan. Et là, on voit effectivement comment les deux
il y a vraiment un conflit entre les deux politiques qui s'opposent, deux pays importants, deux pays qui veulent une certaine primauté au sein du monde arabo-musulman, la Turquie qui veut un rôle de leadership, l'Égypte également. Et il sera intéressant de savoir qui sortira, je dirais, vainqueur de ce combat. Mais la Turquie, elle joue sur les deux tableaux. D'un côté, le Moyen-Orient, vous l'avez dit, elle veut reprendre cette hégémonie d'antan. De l'autre, l'Europe. Qu'est-ce que veut concrètement Erdogan? Où il veut mener son pays? Je crois que c'est clair, il est au pays depuis 10 ans. C'est très clair vers où il veut mener son pays. Je vous rappelle que une des premières décisions de Erdogan après son élection, en 2002, c'était le refus de laisser les troupes américaines en 2003 d'utiliser le territoire turc pour attaquer l'Irak. Ça, c'était déjà le premier signal. Et depuis, on voit sa politique étrangère, rapprochement avec l'Iran. Également, il avait essayé à l'époque de se rapprocher avec la Syrie, puis il y avait eu effectivement la guerre civile et il a repris ses distances avec Bachar el-Assad. Très clairement aujourd'hui, la politique étrangère de Erdogan, comme je l'ai dit, c'est une politique pan-islamique qui n'est plus du tout intéressée de rejoindre l'Union européenne. Il faut dire que les Européens ne sont pas intéressés non plus. Donc on n'est plus du tout dans la politique de rapprochement d'avant Erdogan. On n'est plus du tout dans cette politique d'une Turquie à la Kemal Atatürk laïque qui se rapprocherait de l'Europe. Non, aujourd'hui c'est une redirection. C'est une Turquie monolithique avec beaucoup moins de cohabitation entre les séculiers et les musulmans. C'est ça qui se profile? Vous savez, le parti de Erdogan est un parti islamiste. C'est un parti islamiste, il le dit lui-même, il le revendique, il en est fier. Et c'est également un dirigeant qui a éliminé quasiment l'opposition dans son pays. La Turquie est le pays avec le plus de journalistes emprisonnés au monde, un pouvoir autoritaire, un pouvoir dans lequel l'opposition fait figure vraiment est très faible. On l'a vu d'ailleurs avec son élection dès le premier tour. Donc un pays autoritaire. Et puis on le sait, Erdogan veut également changer la constitution de la Turquie pour faire de la présidence non plus une présidence symbolique, mais une présidence à la française avec de véritables pouvoirs. Est-ce que c'est envisageable de modifier la constitution comme il l'entend? Uniquement s'il aura une majorité de 2 tiers au Parlement, qu'il n'a pas pour l'instant. Il n'est pas exclu qu'il puisse l'obtenir, mais en tout cas, c'est son programme. Il veut changer la constitution pour que le président turc devienne un président avec de véritables pouvoirs exécutifs. Et au vu de sa politique autoritaire ces 10 dernières années, cela est inquiétant effectivement sur l'évolution de la Turquie. Alors justement, quelles sont très exactement les modifications qu'il voudrait apporter pour apporter plus de pouvoir au président et donc plus de pouvoir à lui-même? Très concrètement, comment ça se caractérise? Il ne l'a pas précisé avec une description exacte des pouvoirs, mais ce à quoi il pense, c'est une transition similaire à celle de la France entre la 4e et la 5e République, à savoir un président ou un chef de l'État essentiellement avec des fonctions symboliques, ce qui est le cas aujourd'hui du président en Turquie, un chef de l'État qui est véritablement le chef de l'exécutif, élu au pouvoir universel, qui dirige véritablement la politique de la nation, ce qui est de facto ce qu'il se passe en France sous la 5e République. C'est ce que veut Erdogan. Et encore une fois, comme je l'ai dit, vu son tempérament autoritaire et vu la façon dont il traite l'opposition, quand il y a eu les manifestations en Turquie, il les a réprimés de façon violente en accusant Israël et les Juifs d'être derrière ces manifestations, etc. Donc un Erdogan président de la République turque avec des pouvoirs d'un président à la 5e République, comme je l'ai dit, cela présage mal de l'évolution de la Turquie, aussi bien sur le plan interne que régional. Et la rue turque, elle en pense quoi? La rue turque, écoutez, la rue turque, le fait est qu'il a été élu. Il a gagné 3 ou 4 élections, je ne sais plus, depuis 2002. Il a bien effectivement gagné, cette fois-ci également. Alors, c'est vrai que les Turcs le soutiennent, enfin, en tout cas une majorité qui le porte au pouvoir, essentiellement à cause, il faut bien le reconnaître, de ses performances économiques. L'économie turque, sous le régime d'Erdogan, a connu une croissance sans précédent. En 2010, la croissance était de 9%. Aujourd'hui, en 2014, les premiers mois de 2014, c'est vrai que c'est 4%. Enfin, quand on compare à l'Union européenne, il se porte beaucoup mieux. Des millions de Turcs ont été extraits de la pauvreté. Donc ces performances économiques qui sont indéniables expliquent en grande partie
le succès qui continue d'être le sien. Et même s'il est autoritaire, après tout, la Turquie n'est pas un pays avec une tradition démocratique et libérale profonde. Donc même s'il est un peu autoritaire, ce n'est pas ça qui dérange les Turcs. En revanche, pour les Turcs libéraux et laïcs, cette dérive islamiste du pays, cela, oui, ça les inquiète. C'est à craindre. Juste avant de changer un petit peu de sujet et de parler de l'Irak, une dernière question sur la Turquie et quid de cet engagement finalement turc auprès des djihadistes de l'État islamique en Syrie, la Turquie qui leur aurait fourni des armes et qui affiche aujourd'hui une position beaucoup plus nuancée. Il y a un véritable malaise à ce sujet. Il y a un malaise à ce sujet parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Erdogan avait essayé en 2005 de se rapprocher de Bachar Assad. C'était un développement intéressant parce qu'il y a un conflit très ancien entre les deux pays, en particulier autour du territoire de l'Alexandrette qui avait été conquis par la Turquie en 1939, et d'autres raisons également, le soutien d'Assad pour les rebelles kurdes du PKK. Beaucoup de raisons d'un conflit qui dure depuis très longtemps. Erdogan avait essayé de se rapprocher d'Assad, en particulier parce que cela faisait partie de sa politique pan-islamique. Mais avec la guerre civile et la réaction de Assad à la révolte dans son pays, Erdogan a fait marche arrière, ce qui le place automatiquement du côté des islamistes les plus radicaux. Mais on voit aujourd'hui comment ces islamistes sont encore plus radicaux que ce que l'on pensait. Et cela, effectivement, place Erdogan dans une situation d'embarras vis-à-vis de son électorat et vis-à-vis de ses partenaires islamistes. Merci Emmanuel Navod pour ces précisions. On va faire le point sur la situation en Irak et on en reparle juste après. Regardez. Se mobiliser pour lutter contre l'avancée de l'État islamique, c'est l'appel des pays européens qui tentent d'endiguer la progression des islamistes dans le nord de l'Irak. Une réunion extraordinaire des ambassadeurs des pays de l'Union européenne a été convoquée ce mardi pour examiner les moyens de contrecarrer l'avancée de l'État islamique. Nous augmentons l'aide humanitaire apportée à l'Irak de 5 millions d'euros. La Commission totalise 17 millions d'euros pour l'année 2014 dans cette région. L'Union européenne, la Grande-Bretagne, la France et l'ONU ont également félicité le nouveau Premier ministre désigné Haïdar al-Abadi qui succède au contesté Nouri al-Maliki. Nouri al-Maliki critiqué également dans la population irakienne. Quand on a voté lors de l'élection, l'objectif premier était le changement. Maliki n'a rien fait qui aurait pu être remarqué par les Irakiens au cours de ces 10 dernières années. Objectif, sortir le pays de la guerre avec les djihadistes. Il a désormais 30 jours pour former un gouvernement appelé à inclure toutes les forces politiques du pays. Un gouvernement d'union réclamé par la communauté internationale. Paris n'exclut pas pour le moment une possible livraison d'armes aux combattants kurdes. Le département d'État américain a aussi annoncé la livraison d'armes. Le but, tenter d'empêcher les exactions contre les minorités religieuses poussées à l'exode. Car sur le terrain, la situation humanitaire est catastrophique. Ils sont des centaines de milliers à avoir été jetés sur les routes et dans les montagnes. Selon l'ONU, il serait près de 35 000 à fuir pour entrer en Syrie et atteindre le Kurdistan irakien. Emmanuel Navod, comment on explique cet immobilisme durant des années des États-Unis en Syrie et puis soudain cette intervention en Irak? Parce qu'en Syrie, il y a eu une intervention de la Syrie. De la Russie, pardon. De la Russie, on se rappelle l'année dernière, c'était exactement il y a un an, Obama avait menacé d'intervenir contre Assad à cause de son usage d'armes chimiques. Et puis tout d'un coup, la Russie est entrée en jeu, la Russie qui a un intérêt très clair en Syrie, qui veut préserver Assad. En revanche, Poutine n'a pas véritablement d'intérêt de protéger le régime de al-Maliki et des chiites pro-iraniens en Irak. Donc c'est toute la différence. Donc tout se concentre autour des intérêts économiques, des champs pétroliers également? Toutes les relations internationales toujours se concentrent autour des intérêts. Il n'y a que des intérêts en relations internationales, essentiellement économiques, également militaires. Ceux qui pensent que les relations internationales sont dirigées par les sentiments se trompent. Il n'y a que des intérêts. Pas de sentiment non plus avec cette volte-face américaine concernant al-Maliki. Il avait été pendant longtemps soutenu par les États-Unis, puis tout d'un coup, plus du tout. Plus du tout, parce que al-Maliki, au lieu d'inclure les Kurdes et les sunnites dans son gouvernement, les a exclus, ce qui est une des raisons pour lesquelles il y a eu cette révolte sunnite extrémiste contre son régime. Les États-Unis avaient fait pression sur lui pour les inclure dans ses gouvernements, il ne l'a pas fait, et donc les États-Unis ont fini par le laisser tomber. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle
l'État islamiste s'est rebellé contre al-Maliki et veut rétablir le califat. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons, effectivement. En tout cas, c'est une des raisons qui fait que beaucoup d'Irakiens sunnites se sont rejoints à l'État islamiste, au califat, à cause de cette frustration vis-à-vis de al-Maliki. Est-ce que cela vient s'ajouter aux échecs dont on parle de la politique de Barack Obama dans la région ? Je crois que lorsque Barack Obama a fait preuve d'hésitation, cela est interprété d'une certaine manière au Proche-Orient. Le Proche-Orient est une région dans laquelle la faiblesse ne paye pas. Et être perçu comme faible, ça n'est jamais une bonne idée. Même si on s'appelle États-Unis d'Amérique, et là c'est sûr que Obama, sa politique d'hésitation a eu des résultats. On voit aujourd'hui comment l'État islamiste se répand, pas seulement en Irak, mais également vers la Syrie, et se dirige maintenant vers la Jordanie également. Et Obama a dit qu'il n'y aura pas d'intervention terrestre. Il n'y a pour l'instant que des interventions aériennes. Et c'est ce sentiment aussi qu'a eu Hillary Clinton en taclant Barack Obama lors de cette interview en début de semaine? Elle a eu des propos effectivement très durs contre lui. Alors c'est vrai qu'elle voit également l'échéance de 2016 où elle pense se présenter. Bien entendu, ce n'est pas qu'en politique internationale que les intérêts jouent également en politique interne. N'oubliez pas qu'elle était quand même sa ministre des Affaires étrangères, donc elle faisait partie de sa politique étrangère. Aujourd'hui, elle se démarque évidemment en vue des élections de 2016, mais le fait que cela vienne du Parti démocrate, en tout cas d'un membre senior du Parti démocrate, en dit long sur la frustration de beaucoup d'Américains, même au sein du Parti démocrate, vis-à-vis de la politique étrangère d'Obama. Un dernier mot, Emmanuel Navon, très rapidement sur l'État islamique. Est-ce qu'on peut craindre que l'une de ses visées, que l'une de ses cibles soit également Israël? Il le dit lui-même. C'est pas seulement Israël, c'est tout le monde musulman et ensuite tout le monde non musulman qu'il faut convertir. Il faut bien comprendre quelle est la vision de ces gens-là. Il y a Dar el-Islam et Dar al-Haram. Il faut convertir tout le monde et il faut faire tomber tous ces régimes. Et ce n'est pas que Israël. Israël est la première cible, mais pas la dernière. Et ceux qui en Occident... La France a également été menacée. La France est menacée et Israël est le rempart du monde libre au Proche-Orient. Celui qui ne soutient pas Israël finira par le sentir chez lui en France, en Europe et ailleurs. Merci beaucoup Emmanuel Navon. On marque une courte pause à suivre un tout nouveau journal de la rédaction. Il est 9h passées de 7 petites minutes à Tel Aviv. Vous êtes sur i24 News. Merci de nous rejoindre avec moi sur ce plateau, Maître Julie Daniel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Dans quelques instants, on parlera des droits des homosexuels en Israël avec une nouvelle avancée concernant le droit au retour. Hier, ça a été annoncé par le ministre de l'Intérieur, Gideon Sa'ar. Mais tout de suite, on va s'attarder sur la presse du Moyen-Orient, les journaux israéliens et palestiniens qui font leur gros titre ce matin sur la trêve de 72 heures qui prend fin ce soir. Il reste donc 15 heures, un peu moins de 15 heures maintenant de trêve. Quelques heures avant les 12 coups de minuit, tout redeviendra-t-il comme avant? On pourrait croire à un remake du conte de Cendrillon, mais non, ils évoquent tous ce matin les journaux à l'unisson le 3e et dernier jour de trêve entre le Hamas et Israël, une presse qui retient son souffle ce matin, les yeux rivés sur le cadran. Ce sera donc une journée décisive, titre le quotidien grand tirage Yediot Ahronot, une journée entre pourparlers et menaces, selon le quotidien gratuit Israël Hayom, qui évoque ce matin une dernière ligne droite au Caire, alors que le ministre de la Défense israélien Moshe Ya'alon, cité par le journal, n'exclut pas de son côté une reprise des hostilités. Alors pour l'agence de presse palestinienne Mahan, le compte à rebours a commencé lui aussi et les 24 prochaines heures seront cruciales. Sur un ton plus optimiste, le quotidien centriste israélien Ma'ariv estime pour sa part que la trêve a de bonnes chances d'être prolongée. La délégation israélienne, annonce le journal, sera de retour au Caire ce matin, alors que les Palestiniens de leur côté devraient tenir aujourd'hui même une réunion extraordinaire pour entériner les termes de l'accord avec Israël. Et puis si des divergences subsistent entre Israël et le Hamas, note de son côté le quotidien de gauche Haaretz, tout porte à croire que les parties sont proches d'un accord. Le journal en veut pour preuve cette série de consultations tenues hier par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avec les membres de son cabinet de sécurité. Des rencontres en tête-à-tête pour tenter de les convaincre d'accepter l'accord en gestation au Caire. Un pari difficile selon le journal, car au moins 3 des ministres de droite devraient s'y opposer, alors que Benjamin Netanyahou devrait jouir du soutien des ministres centristes et ainsi que de celui de son ministre de la Défense, Moshe Ya'alon. Pour les commentateurs israéliens, c'est le Hamas qui devrait conforter son pouvoir dans la bande de Gaza, au grand dam des Israéliens et des Égyptiens.
Le Hamas qui n'a pas l'intention de renoncer au pouvoir dans l'enclave côtière. C'est en tout cas ce qu'affirme ce matin l'orientaliste israélien Eyal Zisser dans une analyse qui paraît dans le Israel Hayom. Difficile de prédire quels seront les termes de l'accord qui se trame au Caire, nous dit Zisser. Mais une chose est sûre, le Hamas gardera pour longtemps encore le contrôle de la bande de Gaza. Bien sûr, les Gazaouis sont en colère après le Hamas, mais ils sont aussi conscients de l'absence d'alternative, tout comme Israël d'ailleurs, qui craint de voir les djihadistes de l'État islamique s'immiscer dans le vide que pourrait laisser le Hamas à Gaza. Et Mahmoud Abbas, dans tout ça, eh bien, Eyal Zisser estime qu'il n'a ni les moyens militaires, ni la volonté politique de lutter contre le Hamas, comme le souhaiteraient les Israéliens et les Égyptiens. Un Hamas qui a certes besoin du Fatah, mais qui n'a aucunement l'intention de céder le pouvoir à celui à qui il avait confisqué de force en 2007. C'était lors du putsch donc, du Hamas contre le Fatah en 2007. Et les journaux israéliens qui dénoncent aujourd'hui encore violemment le parti pris du président de la commission de l'ONU, la commission des droits de l'homme, qui doit enquêter sur les potentielles violations des droits de l'homme faites par Israël au cours de cette opération. Oui, la nouvelle bête noire de la presse israélienne, c'est cet homme. Il s'appelle William Shabas. C'est un juriste canadien. Il est aujourd'hui en une du Times of Israel, le site d'information israélien en langue anglaise. Et même s'il s'est défendu d'être anti-israélien, qu'il a déclaré que ses commentaires passés sur Benjamin Netanyahu ne biaiseraient en aucun cas l'enquête qu'il s'apprête à diligenter, eh bien les journaux ne manquent pas de rappeler que le juriste canadien, interrogé hier par la deuxième chaîne de télévision israélienne, s'est bien gardé, oui, il s'est bien gardé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Et puis, toute autre chose, Nathalie, dans les colonnes du Haaretz, on apprend ce matin que la Grande-Bretagne s'apprête à suspendre 12 contrats d'armement avec Israël si les hostilités avec le Hamas reprenaient dans la bande de Gaza. Londres, qui avait entrepris début août un réexamen de toutes ses licences d'exportation d'armes à destination d'Israël, eh bien, est parvenu à la conclusion que 12 autorisations portent sur des équipements susceptibles d'être utilisés de manière contraire au droit international. Il s'agit notamment de chars, d'aéronefs et d'éléments de radar, précise ce matin le Haaretz. Israël qui n'est pas épargné non plus par l'organisation de la coopération islamique qui s'est réunie hier à Jeddah en Arabie Saoudite. C'est le Al-Quds palestinien qui relaie ce matin les propos du ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Saoud Al-Faisal, qui a dénoncé, je cite, les crimes d'Israël dans la bande de Gaza. Israël a en outre déclaré le prince héritier doit enfin admettre que seule la paix est capable d'assurer sa survie en tant que nation. À noter par ailleurs que l'Arabie Saoudite s'est engagée à verser 500 millions de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza. Et puis on referme, si vous voulez bien, cette revue, Nathalie, avec cette information du quotidien turc Hurriyet. Il faut croire que la croisière s'amuse puisque, selon le journal, l'ONG islamique turque IHH devrait une nouvelle fois tenter de défier le blocus de la bande de Gaza en organisant une nouvelle flottille à destination de l'enclave palestinienne, départ programmé pour qui ça intéresse avant la fin 2014. Merci beaucoup Cyril. On vous retrouve dans quelques instants pour ce focus hebdomadaire dont vous avez le secret. Je vous libère pour le préparer. On va s'attarder à présent sur cette nouvelle application de la loi du retour. Les conjoints de même sexe mariés à des juifs pourront désormais obtenir la nationalité israélienne. C'est le ministre israélien de l'Intérieur, Gideon Sa'ar, qui l'a annoncé hier. Et c'est, Julie Daniel, le résultat, on peut le dire, d'une longue campagne de lobbying. Oui, bien sûr, c'est le résultat d'une longue campagne de lobbying, mais il faut savoir qu'en Israël, la loi est toujours en retard par rapport aux faits et par rapport aux tribunaux, la jurisprudence, comme dans tous les pays. Maintenant, en fait, la loi n'a pas été modifiée, mais ce qui se passe, c'est qu'on a donné une interprétation... C'est-à-dire que de fait, ça existe depuis longtemps Non, ça veut dire que les personnes qui se sont mariées, par exemple, on va donner l'exemple de la France, dont l'une des personnes voulait faire sa alia, n'avaient pas le droit à la loi du retour tout de suite, mais on leur accordait beaucoup de facilité, c'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir assez facilement dans les faits un droit de résidence comme un visa court séjour, voilà exactement, qui était prolongé à chaque fois, qui après ces personnes obtenaient le statut de résident temporaire, puis le statut de résident permanent. Mais c'est vrai qu'au niveau de la nationalité, il y avait beaucoup de problèmes. Maintenant, ce qu'il faut expliquer, c'est que cette loi, elle a déjà subi une modification en 1970, puisqu'on l'avait déjà élargie aux conjoints, aux enfants et aux petits-enfants, ainsi qu'aux conjoints, époux, épouses, des enfants et des petits-enfants de personnes juives. Donc elle avait déjà été élargie, alors qu'à la base, elle n'était que pour les personnes juives elles-mêmes. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on a simplement donné une interprétation libérale du mot conjoint. C'est-à-dire qu'on a dit, le ministre a dit, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une discrimination entre les époux dans les couples de même sexe et les époux dans les couples hétérosexuels. Donc c'est une interprétation libérale
de la loi qui en fait, c'est une circulaire qui a été donnée au ministère de l'Intérieur, au Misrad Apnim, qui leur dit maintenant, le ministre leur dit, vous devez considérer le mot conjoint comme, au sens large, s'appliquant à toutes sortes de couples, quel que soit leur sexe. À partir du moment où les couples se sont mariés légalement à l'étranger. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de concubinage, mais on parle bien de couples mariés. Par exemple, en France, à la mairie, aux États-Unis, au City Hall, etc. Est-ce que c'est un pas de plus vers ce mariage civil dont on parle tant en Israël et pourquoi pas cette union aussi homosexuelle? Je pense pas que ce soit, c'est un pas, mais je pense pas qu'on ne peut pas parler de mariage civil parce que vous savez que par exemple en Israël, la compétence exclusive pour les mariages et divorces entre personnes juives au moins relève des tribunaux rabbiniques. Donc même si par exemple nous avocats nous faisons des contrats entre personnes qui sont en fait des contrats de relations patrimoniales, il ne s'agit pas de mariage. Les personnes pour être reconnues en tant que mariées, pour les homosexuels, aux femmes ou hommes, doivent aller se marier à l'étranger et faire reconnaître leur mariage au ministère de l'Intérieur. Mais par contre, il y a une reconnaissance du statut marital à partir du moment où les personnes prouvent qu'elles se sont mariées à l'étranger légalement, qu'elles amènent tous leurs documents, leurs actes de mariage apostillés, traduits, etc. Le ministère de l'Intérieur les inscrit sur le registre d'enregistrement à la population en tant que personnes mariées. Et c'est très important. Ça leur donne aussi des droits au niveau des impôts. Des droits fiscaux. Bien sûr, des droits fiscaux, ça leur donne des droits au niveau de la sécurité sociale. Tout ça, ce sont des éléments de fait. Et même au niveau des successions, maintenant, les tribunaux interprètent le mot conjoint au sens large du terme. La loi n'a pas changé, mais les tribunaux, si les personnes déposent des requêtes auprès des tribunaux, par exemple, quand on a un couple où se retrouvent des enfants contre, on va dire, un conjoint homosexuel, et qu'il n'y a pas de testament qui a été fait, les gens se retournent vers les tribunaux, et les tribunaux les reconnaissent, si vous voulez, comme ce qu'on appelle les Edouim Batsibour, c'est-à-dire des gens qui sont connus du public comme ayant une vie commune. Donc c'est comme ça ressemble au concubinage, ce n'est pas vraiment, on ne dit pas explicitement qu'il s'agit de personnes mariées, même si au Misrad Apnim, au ministère de l'Intérieur, ils sont reconnus comme mariés, mais on leur donne des droits. Et évidemment, le but est que les lois elles-mêmes changent, puisque la jurisprudence va toujours beaucoup plus vite. On a bien compris que la jurisprudence avance plus vite que les lois concrètement. Nous sommes en ligne avec Nitzan Horowitz, justement un homme de loi, un député. Vous êtes député pour le parti Meretz. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Est-ce que vous vous félicitez de cette décision? Bonjour, je ne vous entends pas. Bonjour Nitzan Horowitz, est-ce que vous vous félicitez de cette décision qui a été prise hier et annoncée par Gideon Sa'ar, le ministre israélien de l'Intérieur? Oui, absolument. Je félicite le ministre de l'Intérieur pour cette décision si importante. Mais il faut souligner que ce qu'il nous manque aussi en Israël, principalement maintenant, c'est le mariage civil. Tout simplement pour que deux Israéliens ou deux Israéliennes pourraient se marier ici, en Israël. Ce qu'il faut faire rapidement et ce qu'il nous manque pour la communauté LGBT. Alors, on a compris, le mariage civil, c'est l'étape, ou en tout cas la cible qui est visée par votre parti, notamment. Justement, sur ce point-là, c'est un homme de droite, Gideon Sa'ar, qui a adopté cet élargissement de la loi du retour. Est-ce que ça vous surprend, puisque habituellement, on a plus coutume d'entendre que ces avancées juridiques de ce type-là, en tout cas, c'est plutôt le fait de la gauche? Oui, tout à fait, vous avez raison. Normalement, ce n'est pas la position du gouvernement actuel de nous faciliter la vie. Mais je suis content qu'il l'a fait. Il fallait le faire il y a déjà longtemps. C'est-à-dire la loi du retour le permet sans problème. C'est une décision politique. Je suis content qu'il a pris. Mais encore une fois, moi, en tant que citoyen israélien qui habite en Israël, je ne peux pas le faire. Ce qu'il permet à faire à quelqu'un, un juif des États-Unis, qui arrive ici avec son petit ami ou son ami ou son partenaire. Et ce qui est possible pour lui n'est pas possible pour moi en habitant ici en Israël. Donc, je souligne que je félicite, je suis content avec la décision du ministre, mais il faut aller
un pas en avant et voilà, faciliter, c'est-à-dire accepter le mariage civil en Israël pour que des centaines de milliers d'Israéliens qui ne peuvent pas se marier en Israël à cause de la rabbanout pourraient le faire ici, dans leur propre pays. Voilà. Merci beaucoup Nitzan Horowitz du parti donc Meretz, député du Meretz. Merci pour cette analyse. Une dernière question à vous, Julie Daniel, concernant ces droits aux homosexuels en Israël. Ils sont importants, ils sont de plus en plus importants dans la société. Oui, de fait, ils sont de plus en plus importants dans la société, mais comme le dit Nitzan Horowitz, il faut qu'il y ait il faut que les lois règlent ça et pas seulement que les ministères facilitent la tâche aux homosexuels grâce à des circulaires. Ça, c'est une avancée de fait vraiment très importante. Mais comme le rappelait Nitzan Horowitz, il y a la compétence exclusive des tribunaux rabbinico-musulmans ou chrétiens pour les mariages entre personnes de ces religions. Et une personne israélienne ne peut pas se marier en Israël civilement. Il faut qu'elle aille à l'étranger et à ce moment-là fasse reconnaître son mariage au ministère de l'Intérieur. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est une très grande avancée et j'espère que les choses vont changer quand même. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin pour décrypter ces progrès. Alors à présent on va passer à un tout autre sujet, c'est Cyril qui va nous en parler. On regarde côté égyptien avec cet élargissement et ce projet d'élargissement du canal de Suez. Est-ce que c'est une recette miracle trouvée par Al-Sisi pour engranger un petit peu d'argent, mettre un peu d'argent dans les caisses de l'État qu'on connaît et qu'on sait exsangue. Exactement, ça. En tout cas, ce que prétend le nouveau président égyptien, 145 ans après la construction du canal de Suez, eh bien, Abdel Fattah al-Sisi a inauguré mardi dernier son grand projet de construction d'un deuxième canal de Suez, un petit frère en somme, à la célèbre route commerciale, fluviale, qui relie, comme vous le savez, Port Saïd à la ville de Suez. Parce que ce canal de Suez, il faut bien le dire, c'est une manne vitale pour le pays. Oui, absolument, Nathalie. Chaque année, ce sont plus de 500 000 tonnes de marchandises qui transitent par ce canal, par le canal de Suez, pour relier le marché européen à l'Asie. Et au passage, l'Égypte empoche des droits de passage, donc, qui lui rapportent chaque année environ 5 milliards de dollars, auxquels devrait s'ajouter, donc, grâce à ce nouveau tronçon, une rente annuelle de 13 milliards de dollars. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent qui devrait être engrangé dans les caisses. Un projet pharaonique qui créera des emplois dans le pays. 13%, retenez bien ce chiffre, c'est le chiffre officiel du chômage en Égypte. Et grâce au canal BIS qui va être creusé, donc d'ici 2015, le nouveau gouvernement égyptien prétend créer près d'1 million de nouveaux emplois. Donc c'est un vrai projet. Alors combien ça coûte? Qui va financer tout ça? Ah, ça c'est la vraie question. Ça va coûter 3 milliards d'euros environ. Alors qui va payer? Vous avez bien raison de le demander. C'est d'abord les citoyens égyptiens qui vont mettre la main à la poche au travers d'une souscription qu'a souhaité Abdel Fattah al-Sisi, une souscription symbolique, 100 livres égyptiennes, soit 10 euros par citoyen. Mais cette levée de fonds qui n'est justement que symbolique, elle est loin de suffire. Alors Al-Sisi va certainement devoir s'adresser à de généreux donateurs étrangers. On sait qu'il était en Arabie Saoudite il y a quelques jours. Lundi, il était en visite à Jeddah. Le Qatar, cette fois-ci, c'est pas question. C'était plutôt l'allié du président Morsi. On sait que le torchon brûle entre le Caire et Doha. Donc cette fois-ci, pas question de s'adresser aux Qataris, mais très certainement donc aux Saoudiens. Et voilà, ce sera la direction. On va prendre en ligne Meir Mesrifeki. Exactement. Donc, est-ce que ce nouveau canal de Suez va remettre à flot l'économie égyptienne? C'est la question qu'on a voulu poser ce matin à Meir Mesrifeki, qui nous rejoint depuis Paris. Vous êtes chercheur en géopolitique à l'Université de Paris 8 et auteur de plusieurs ouvrages sur le Moyen-Orient. Bonjour Meir Mesrifeki. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est un projet qui peut sauver l'économie égyptienne, ce nouveau canal de Suez? En effet, c'est ce qu'espère le nouveau homme fort de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, le président élu, et l'ensemble de la classe politique égyptienne qui espère, à travers ce projet pharaonique, surtout, c'est avant tout un coup de communication, puisqu'ils espèrent, avec ce projet, donc de pouvoir attirer de nouveau les investisseurs étrangers qui ont délaissé l'Égypte pour son instabilité politique des dernières années. Alors, Meir Mesrifeki, on sait que ce projet va se faire sous la haute supervision de l'armée égyptienne. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça risque de conforter un peu plus l'omniprésence de l'armée dans l'économie égyptienne et de mettre à mal justement les premiers fondements de la démocratie égyptienne? Alors, il faut savoir que l'armée n'a pas besoin de ce projet pour être présente dans la péninsule du Sinaï, ni pour être présente sur le site du canal de Suez, puisqu'elle est déjà omniprésente, l'armée et l'ensemble des services de sécurité du pays. Mais en effet, par
ce projet gigantesque, l'armée veut montrer que sa présence à la tête de l'État peut être utile pour l'économie, puisque c'est l'armée, ce sont les soldats de l'armée qui contribuent pour la partie la plus importante de la construction de cette nouvelle artère commerciale égyptienne. Et donc, par là, c'est un modèle d'organisation, un modèle de travail de haut sérieux qui est présenté comme étant le produit de l'armée égyptienne. Et bien entendu, il y a là aussi un coût de communication très très important pour le nouveau régime. Alors on sait, hein, le président Abdel Fattah al-Sisi était il y a quelques jours en Arabie Saoudite, il est aujourd'hui en Russie, Riyad et Moscou. Pour l'Égypte, est-ce que c'est l'axe qui va réussir à contourner la défection des États-Unis? Non, je ne pense pas du tout. Je pense qu'il y a une volonté de diversifier les relations étrangères de l'Égypte, mais l'alliance avec les États-Unis est intouchable et je pense que cela a été démontré dernièrement, notamment lors de la crise en cours dans la bande de Gaza. On a très bien vu la position égyptienne, les engagements internationaux, le respect égyptien de l'ensemble des accords passés, aussi bien avec Israël qu'avec les États-Unis, et notamment, bien entendu, en ce qui concerne les derniers contrats militaire. L'armée égyptienne est fortement dépendante du système militaire américain et la doctrine de défense égyptienne est très très proche de celle des États-Unis. D'autant plus que l'Arabie saoudite est un des principaux alliés des États-Unis dans la région, alors que la Russie soutient l'Iran et la Syrie de Bachar el-Assad, qui est l'ennemi implacable du régime saoudien. Donc je pense que le développement des relations entre l'Égypte et la Russie sont des relations purement diplomatiques, peut-être un petit peu commerciales, mais il n'y a aucun axe égypto-saoudio-russe qui est en train de se constituer au Moyen-Orient, loin de là. Une question peut-être, Cyril, également pour terminer, pour refermer ce dont on parle depuis ce début de matinée avec ces négociations qui sont en cours au Caire. Meir Mesri Faki, Al-Sisi qui est à Moscou alors que les négociations atteignent leur toute puissance en ce moment même dans la capitale égyptienne. Pardon, quelles négociations? Les négociations sur le cessez-le-feu? Les négociations sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, ces négociations indirectes sous l'égide de l'Égypte. Bien sûr. Alors l'Égypte de Abdel Fattah al-Sisi essaye de rassembler, de fédérer autour d'elle un maximum de voix occidentales. On a vu la position de la Russie qui a critiqué l'initiative de cessez-le-feu du gouvernement égyptien. Il y a également un certain nombre de désaccords. La Russie joue un rôle un petit peu de perturbateur au Proche-Orient aujourd'hui et je pense que parmi les points qui devront être abordés à Moscou, c'est la question du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Merci beaucoup. Et la volonté égyptienne de contrer l'influence des... Merci Meir Mesri Faki, merci à vous Cyril pour cet intéressant point sur ce nouveau canal. On marque une courte pause, on revient dans quelques instants. 9h30 à Tel Aviv, l'heure tout de suite d'un tout nouveau et très rapide rappel des titres. 16h, 14h maintenant presque avant la fin du cessez-le-feu. Israël se prépare à une éventuelle reprise des tirs depuis la bande de Gaza. Dans le même temps, Londres menace d'arrêter sa vente d'armes à Israël. Un ultimatum qui intervient après que des députés britanniques ont appelé le gouvernement à accentuer la pression sur Israël pour lever certaines restrictions de circulation. Washington a envoyé 130 conseillers militaires supplémentaires en Irak. Ils doivent évaluer les besoins des Yazidis chassés par les militants sunnites de l'État islamique. Par ailleurs, un terroriste s'est fait exploser près de la maison du nouveau Premier ministre sans causer de blessés. Dans ce contexte, Al-Maliki est le dos au mur alors que les chancelleries du monde entier continuent de saluer la nomination du nouveau Premier ministre irakien. Et puis on va en parler dans quelques instants avec Jérémy El-Fassi. Grâce à son regard bleu, elle avait gagné le surnom du regard d'Hollywood. Mais c'est aussi pour sa voix grave qu'on la connaissait. Lauren Bacall s'est éteinte hier. C'était en 1944 qu'elle apparaît pour la première fois à l'écran aux côtés d'Humphrey Bogart dans Le Port de l'Angoisse. Succès immédiat pour la jeune actrice et début d'une longue carrière qui durera 60 ans et comptera près de 50 films.
presque tous vu ces 50 films. On va en parler dans quelques instants de cette Lorraine Bacal légendaire qui vous a inspiré vous aussi en tant qu'acteur et journaliste. Merci d'être avec nous ce matin. Mais tout de suite, Johan, on se tourne vers vous pour parler été, plage, soleil, vacances. On le sait, ça commence souvent pas forcément super bien les vacances pour les touristes. Exactement. Quoi de pire, Nathalie, que de fermer ses valises, se rendre tout sourire à l'aéroport, direction soleil, barbecue et tranquillité, et de subir une fois à l'aéroport des retards de vol, une annulation, du surbooking. Alors on a beau rester optimiste, il n'y a rien à dire, c'est mal parti. Alors mauvaise nouvelle, j'ai pas de solution contre les retards de vol. Je peux rien vous proposer à ce niveau-là, mais quoi de pire que le retard? Les démarches administratives pour demander réclamation, un dédommagement suite à ces éléments venus troubler vos vacances. Et là, j'ai une solution. Ça s'appelle Sky Mediator. C'est un site internet qui propose un service qui s'occupe à votre place de toutes les démarches de réclamation, demande d'indemnisation pour votre vol, le logement, les repas et autres. Alors vous n'avez qu'à remplir un formulaire en ligne, ça prend à peine 2 minutes. Vous envoyez vos pièces justificatives comme votre billet d'avion par exemple, et une équipe de spécialistes et d'avocats s'occupe du dossier pour optimiser vos chances de réclamation. Alors ça a l'air magique comme ça et je suis sûre que ça va faire plaisir à plus d'une personne cette présentation. Combien ça va coûter au juste? Eh bien, écoutez, la tarification est plutôt très juste. Si vous obtenez un dédommagement, le site se rémunère en gardant 5% de commission sur le montant de l'indemnité que vous avez gagné, et si vous n'obtenez rien, eh bien le service est complètement gratuit. Donc ça fonctionne, c'est plutôt très honnête, ça fonctionne dans le monde entier. Et pour tout ce qui est des questions de retard de vol, d'annulation ou de surbooking, et encore la dernière bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne rétroactivement jusqu'à 5 ans après votre vol. C'est-à-dire que si vous avez subi un retard, une annulation ou un problème de surbooking jusqu'à il y a 5 ans, vous pouvez remplir un dossier sur le site. Voilà, Sky Mediator. Donc depuis 2009, je peux faire la liste de tous mes voyages et me faire vous remplissez un formulaire représenté par ce Sky Mediator. Exactement, vous remplissez le formulaire en ligne, ça prend à peine 2 minutes. Vous recevez une réponse. Quand réponse il y a, avec un chèque directement si vous gagnez un dédommagement, moins les 5% déjà retirés préalablement par le site. C'est pas mal. Deuxième bon plan. Allez, alors on va dire que vous avez survécu à vos problèmes de vol, vous arrivez à la plage, vous arrivez à destination, vous allez directement en direction de la plage et vous avez là qu'une envie, c'est colorer votre peau au soleil. Problème, on ne sait jamais, quoi qu'on puisse en penser, à quel moment renouveler sa crème solaire, quel indice choisir, quelle quantité, quand il faut se mettre à l'ombre. Voilà, donc ça c'est tout plein de questions, on a beau nous informer, il faut un peu dire la vérité, on est complètement perdu. À quel moment on n'est plus en danger? Et bien là encore, j'ai une solution. Je vous laisse la découvrir en images cette fois, on se retrouve juste après. When you are ready to go into the sun, turn your sun friend on to start reading your daily exposure. Set your skin sensitivity. A higher number for those less sensitive and darker skin, or a lower number for those with more sensitive and lighter skin. Then go about your day, checking back from time to time and to see how your daily dose is accumulating. When you have reached your maximum daily exposure, the sun friend will flash, letting you know it's time to take protective measures like covering up or going inside, or that you've had enough sun to accumulate a good dose of vitamin D. Ah, c'est pratique et ça fonctionne avec tous les types d'UV, A, B, etc. Exactement. Alors l'idée, c'est plutôt de savoir comment se protéger du cancer de la peau, donc de combattre tous les risques liés à l'exposition de la peau au soleil, avec des indicateurs qui sont plutôt bien faits, c'est-à-dire que vous indiquez au bracelet votre type de peau. Est-ce que vous avez une peau plutôt claire, plutôt foncée? Plus vous montez le numéro, plus ça veut dire que vous avez une peau foncée. Et c'est à l'estimation du consommateur en tout cas. C'est vous qui indiquez le type de peau que vous avez. Vous portez le soleil, le bracelet à chaque fois que vous êtes au soleil. Et dès que le bracelet juge que vous avez passé trop de temps au soleil, quelle que soit votre protection, le bracelet clignote, il est temps de se mettre à l'ombre, de se rhabiller ou tout simplement de rentrer chez vous, en tout cas d'éviter l'exposition au soleil. Et d'après ce petit hal que vous arborez très bien, Johan, c'est ce que vous avez utilisé vous aussi, ce petit bracelet? Pas du tout. Non, je ne l'ai pas encore testé, mais effectivement, il faudrait, ça pourrait être très pratique à Tel Aviv. Alors bien évidemment, le bracelet est waterproof, vous pouvez le choisir dans la couleur de votre choix, plusieurs couleurs sont disponibles et pour vous en procurer un, il faudra payer la somme de $49,99 pardon. $49, $50
$50 à votre peine. prochaine acquisition peut-être, hein, Jérémy, pour bronzer efficace et safe en cet été israélien. Oui, parce qu'il fait très chaud en ce moment. Oui, il faut le dire. Bien sûr. Allez, pour finir, vous nous parlez de l'étanchéité, je vais y arriver, des téléphones portables, hein, les marques qui mettent en œuvre plein de publicités. On va faire un petit peu le tri dans tout ça. Exactement. Alors là, il y a besoin de faire le tri, comme vous le dites, puisque beaucoup de marques, notamment Samsung et Sony, qui ont lancé leur dernière version de smartphone, annoncent depuis quelques mois un nouvel argument de vente très puissant, très alléchant, l'étanchéité des téléphones. Alors, pourtant, on le sait, quand notre téléphone tombe à l'eau, qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois qu'on a repris notre respiration et qu'on a fini de prier pour que le téléphone marche, eh bien, bien souvent, il ne marche plus. Et pourtant, on nous annonce la solution. Alors, la question est plutôt de savoir si par étanchéité, on entend vraie résistance à l'immersion ou simple résistance aux éclaboussures. Et tomber dans l'eau, il y a les téléphones qui tombent dans les toilettes, ça c'est le plus courant, je l'imagine, et puis il y a ces petites gouttes d'eau. Puis il y a les petites gouttes d'eau, les éclaboussures, tout simplement la pluie parfois, ou des éclaboussures d'un verre qui pourrait se renverser. Et bien il faut savoir que la nuance est bien évidemment essentielle et qu'il existe une norme internationale pour nous éclairer sur le sujet. La norme nous informe du degré de protection des appareils électroniques face à la poussière et au liquide. C'est en fait un indice qui s'appelle IP que vous pouvez retrouver sur l'emballage de vos appareils électroniques, donc pas seulement les téléphones. Donc on a l'indication IP suivie d'un chiffre allant de 0 à 8. Et en fonction du chiffre qui est indiqué après les lettres IP, vous savez contre quoi est protégé votre téléphone. Alors pour vous donner quelques exemples de protection, si vous avez un IP 0, c'est-à-dire que votre téléphone n'est absolument pas protégé, ni contre la poussière, ni contre aucune éclaboussure, contre aucun liquide. À l'opposé, IP 8 signifie que votre téléphone est protégé contre l'immersion prolongée dans l'eau, mais attention, pas forcément contre la pression d'un jet d'eau qui lui requiert une protection IP4. C'est-à-dire que plus vous allez vers le 8, plus votre téléphone est protégé, mais votre protection n'inclut pas forcément les protections inférieures. Alors, concrètement, comment on s'y retrouve? Eh ben alors, si vous avez par exemple une protection IP84, c'est parfait. Vous êtes protégé contre la pression des jets d'eau et contre une immersion totale. Si vous voulez, en l'occurrence, en revanche, vous protéger contre des éclaboussures quelconques parce que vous évoluez dans un environnement où il y a plusieurs protections, voilà, on voit les indices de protection à l'écran, vous pouvez choisir la protection adaptée à votre usage. Bon. Voilà. Dernier conseil sur les téléphones portables, il faut savoir que quoi qu'il arrive, quel que soit l'indice de protection de votre appareil, ils ne sont jamais protégés au niveau des contacts, des prises de contact, c'est-à-dire prise de casque, haut-parleur et micro, jamais protégés. Donc même si vous avez un IP8, il faut de toute façon faire attention si vous voulez totalement protéger votre téléphone en achetant des petits caches qu'on trouve un peu partout dans les magasins de téléphonie mobile. Et voilà, alors une fois ces précisions apportées, merci beaucoup Johan, à vous, on va parler de paix en musique avec Shakespeare et Hamlet, regardez. Le Théâtre du Globe, producteur de la plupart des pièces de William Shakespeare, se lance dans un projet ambitieux. Une tournée mondiale de 2 ans où Hamlet, l'une des œuvres maîtresses du dramaturge anglais, sera jouée dans plus de 205 pays. Le but, faire comprendre le travail de cet écrivain incontournable dans tous les pays du monde. La troupe, composée de 12 comédiens, n'est sponsorisée par aucune autre production et parcourt le monde entier par ses propres moyens. Train, jeep, bateau, toute l'équipe voyage en routard pour faire connaître au monde l'une des plus longues pièces dramatiques de Shakespeare. Ils ne joueront pas seulement dans des salles de théâtre, mais se produiront aussi bien dans des marchés, sur des plages que dans la rue. Hamlet, un homme complexe, prêt à tout pour venger son père, le roi du Danemark, se verra partagé entre sa foi et son amour pour Ophélie, fille du conseiller du roi. La direction artistique de la pièce et du projet est dirigée par Dominique Dromgold, qui entend bien se produire dans le plus de pays possible. Nous sommes déterminés à essayer de nous produire dans tous les pays. Évidemment, il y a différents obstacles, beaucoup de différents obstacles, pour des raisons très différentes. Nous sommes constamment en contact avec le Foreign Office et avec la personne qui nous informe pour qu'on sache s'il est recommandé ou sécurisé d'aller dans un pays ou non. Nous n'allons évidemment pas mettre notre entreprise en danger à tout moment, mais nous allons faire de notre mieux pour aller partout. La pièce a déjà été mise en scène dans plus de 28 pays. Et dernièrement, au début du mois d'août, la troupe s'est produite au siège de l'Organisation des Nations Unies. La création de cette scène éphémère a été spécialement construite dans l'une des chambres du comité de l'Assemblée générale,
là où la communauté internationale tente de résoudre les situations les plus complexes. Et c'est sur ce terrain, au cœur même des conflits, que la troupe du Théâtre du Globe souhaiterait prochainement se produire en Syrie, en Irak ou encore en Cisjordanie. Et voilà, retour donc sur le plateau d'i24 News avec Rudy Saada qui nous a rejoint. Rebonjour Rudy, on va parler un instant et faire une pause, vous l'avez vu, hein, on est dans l'art, le théâtre, le cinéma à présent avec la disparition hier de Robin Williams. Et bien aujourd'hui, c'est Lauren Bacall et ce The Look, comme on l'appelle, le regard hollywoodien dont Jérémy, vous venez nous faire l'éloge aujourd'hui. Et oui. Oui, alors après Robin Williams, Hollywood voit s'éteindre une seconde étoile en 2 jours. Lauren Bacall, c'est un des symboles d'Hollywood, clairement. C'est une des actrices qui a largement contribué à forger la légende du cinéma américain. C'est un peu, Lauren Bacall, le rêve américain personnifié. Au départ, elle vient d'une famille un peu modeste, elle prend des cours de théâtre qu'elle ne peut même pas terminer parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle enchaîne les petits boulots, les petits rôles au théâtre, comme ça. Et puis, elle est assez jolie, donc elle tente sa chance dans le mannequinat. Puis un jour, elle est repérée, elle passe une audition et elle est prise pour jouer dans un film qui s'appelle Le Port de l'Angoisse, un film de Howard Hawks. C'est une adaptation d'un roman de Ernest Hemingway. Et elle a 19 ans et elle a pour partenaire ce monstre hollywoodien Humphrey Bogart. Et alors là, c'est coup double. Et alors là, c'est coup double, coup de foudre. Gagnant, 2 coups gagnants. Voilà. Et là, elle détonne. Elle a une beauté tranchante, elle a un physique de mannequin et surtout ses yeux, comme vous l'avez dit, on l'appelait The Look, le regard, vont ensorceler littéralement le public. Et pas seulement le public, parce que Humphrey Bogart va s'éprendre de cette nouvelle starlette et il va l'épouser après le film et il va finir ses jours avec elle. On dira que c'est le seul mariage heureux, parce que Humphrey Bogart s'est marié avec plusieurs actrices, on dira que c'est le seul mariage heureux qu'il a eu tout au long de sa vie et donc il finira sa vie avec elle. Et donc voilà, son regard il est tellement profond, on l'appelle The Look, c'est un surnom qui va la suivre durant toute sa carrière. Et donc après Le Port de l'Angoisse avec Humphrey Bogart, la carrière de Lauren Bacall est lancée. On la retrouve dans Le Grand Sommeil, Les Passagers de la Nuit ou encore dans Kay Largo de John Huston. Elle s'essaye aussi dans la comédie avec Comment épouser un millionnaire avec Marilyn Monroe. Et à la mort de Bogart, Bacall va délaisser un petit peu le cinéma pour se tourner vers le théâtre, où là aussi elle va obtenir pas mal de succès. Elle revient après au théâtre, on la revoit dans des classiques comme le Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet, dans Le Dernier des Géants de John Huston. Son jeu dans Leçon de séduction de Barbara Streisand est enfin récompensé en 1996 par une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle. Elle a alors 72 ans. Et voilà. Donc Bacall, c'est une de ces actrices qui est restée dans la mémoire collective américaine. Son nom a toujours évoqué une forme de glamour et d'élégance. Elle fait partie de ces actrices d'une autre époque qui ont fait rêver l'Amérique de l'après-guerre. Voilà, c'est une actrice qu'on peut dire d'un autre temps. Une actrice qu'on retient bien évidemment pour ses films, pour sa relation avec Humphrey Bogart, mais aussi, et on aime à le dire ici en Israël, pour sa relation avec Shimon Peres, relation de cousine. C'était la cousine de Shimon Peres. Je crois que son père et la maman de Shimon Peres étaient liés. Enfin, le lien exact, je ne le connais pas, mais en tout cas en Israël, on agite toujours le drapeau bleu-blanc à chaque fois qu'on parle de cette star, finalement une star. Rudy, vous voulez nous en parler également avec ces hommages qui ont déferlé sur le net pour Lauren Bacall. Oui, en effet, donc on l'a dit, The Look nous a quittés. Les internautes de tous âges saluent la dernière icône de l'âge d'or d'Hollywood, des anonymes, mais aussi le monde du cinéma qui, comme on l'a vu hier pour Robin Williams, réagit. Alors, 2 réactions sélectionnées parmi les réactions hollywoodiennes. Cette jolie photo postée par l'actrice américaine Mia Farrow, qui rend hommage à Lauren Bacall, et puis l'égérie d'Ita Vantese au look justement très inspiré des grandes stars des années 50 qui pleurent. Elle le dit, la dernière légende de l'âge d'or hollywoodien, avec quelques mots aussi d'esprit en forme d'hommage à ses films. On retrouve sur internet beaucoup de titres de ses films, comme ici Le Grand Sommeil, dans lequel elle a rejoint son amour Humphrey Bogart. Et puis
puis François Plébac fait d'ailleurs remarquer ces coïncidences autour du chiffre 57. 57, alors son homme, nous dit-il, Humphrey Bogart, est mort il y a 57 ans, en 1957, et il avait 57 ans. Donc c'était il y a 57 ans, il avait 57 ans, et c'était en 1957. 57, beaucoup de chiffres qui se... Quel est le rapport entre 57 et elle? Il n'y en a pas. Non, mais par contre, c'est son amour. C'est-à-dire que finalement, il avait Arrêtez 57 ans. d'enlever un petit peu le romantisme sur ce plateau, Johan, enfin. C'était la belle histoire de ce couple qui maintenant est réuni. D'accord, la belle histoire, alors on retient ça. Voilà. Ça vous convient. Mais pas de romantisme ce matin pour Johan, on aura bien compris. Allez, dans le registre des hommages, on passe également à celui qui a été rendu hier, mais qui continue aussi aujourd'hui, à Robin Williams. Oui, il y avait un parallèle qui était fait. Pas beaucoup parlent d'été meurtrier. Alors beaucoup ce matin faisait référence à cette succession de décès de légendes du cinéma. Alors, on a vu des hommages spontanés relayés sur Internet, comme ce banc que vous voyez, qui est celui du film Will Hunting. C'est du côté de Boston. Et bien, ce banc, dès hier matin, comme en témoigne ce tweetos, c'est devenu un lieu de culte et de recueillement pour rendre hommage au comédien qui a donc mis fin à ses jours, on l'a appris avant-hier. Alors, plus surprenant, cet hommage que certains qualifieront d'hommage marketing. Là, je vois que Johan tout de suite sourit. Au roi. Oui, exactement. Vous reconnaissez le style, le fond blanc, les caractères fins. C'est bel et bien la page d'accueil du site apple.com qui rend hommage ou surfe sur la vague, c'est au choix, sur la vague de l'émotion. Alors il est écrit, Robin Williams nous a inspiré par sa passion, sa générosité et son sens de l'humour. Apple qui surfe sur la vague des récentes annonces des morts hollywoodiens. Ouais, on le voit en tout cas, c'est plutôt assez fin de rendre hommage de cette façon-là, quoi. C'est plutôt assez noble même, j'ai envie de dire. Je serais curieux de savoir le nombre de visionnages des films de Robin Williams hier soir en streaming sur Internet. Ça aurait été intéressant de savoir si cet hommage doit été rendu par les internautes. En tout cas, Jérémy, on sait que vous avez rendu hommage hier à celui qui vous a influencé aussi dans votre travail d'acteur, Robin Williams. Il a été pour vous une source d'inspiration? Robin Williams, on peut dire que c'est une espèce de Louis de Funès américain. C'était un acteur qui a une espèce d'énergie, une espèce de passion et qui était complètement total avec son métier. C'est-à-dire qu'il investissait tout son âme, tout son corps, tout ce qu'il avait en lui pour transmettre tous les rôles qu'il jouait. Et moi c'est marrant parce que hier j'ai revu des vidéos de stand-up qu'il faisait, parce que peut-être en Europe ou en France c'est une partie qu'on connaît moins parce que évidemment c'est pas traduit en français, mais on voit ce type sur la scène qui hurle, qui fait rire les gens. Et chacune de ces interviews aussi, qui était très, très bien organisée par lui, il prenait des détails aussi sur la personne qui l'interviewait, et il arrivait à trouver ce petit caractère. Il avait une vraie finesse, et puis avec son regard malicieux qui arrivait vraiment à charmer tout le monde. Sa drôlerie en dehors des plateaux, en dehors des scénarios. On a retrouvé hier beaucoup de citations très drôles de Robin Williams, et beaucoup d'internautes mettaient sur leur page Facebook une citation ça et là de choses dites totalement hors contexte, hors cinéma, et c'est vrai qu'il avait il avait l'humour en dehors du plateau aussi. C'est ça aussi qui fait sa légende. Et pour revenir à ce qu'on disait précédemment, Johan, de marketing, hier on a vu pas mal de films qui ont été rediffusés, pas mal de films de Robin Williams qui ont été rediffusés. Ça fait partie de ces opérations marketing dont on parle régulièrement? Ça peut faire partie d'une opération marketing, effectivement, mais alors il faut le faire avec une finesse très 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 fine pour ne pas froisser qui que ce soit dans ce genre de situation. Alors justement, pour pas froisser Rudy, on va parler de ces hommages qui ont été ratés. Oui, ça arrive, c'est ce qu'on appelle en langage internet des fails, des ratés. Alors comme pour la mort de Neil Armstrong, certains l'avaient confondu avec Louis Armstrong, donc on a eu énormément de tweets dans ce genre dans ce style. Alors la confusion a eu lieu évidemment hier entre le comédien du Cercle des Poètes Disparus et la pop star Robbie Williams de l'ex-groupe Texas. Et le Huffington Post en a relevé les plus beaux. Alors il faut être honnête, certains jouent clairement la carte de la confusion et le font exprès, mais j'en ai piqué deux dans la sélection. Je vous laisse apprécier l'orthographe du premier. On va le regarder. Mes parents ont été au concert de Robin Williams en 97 ou en 98, je sais plus, mais c'était trop stylé. Rest in peace Robin Williams. Ou
encore très triste pour Robin Williams. J'adorais ce chanteur. Enfin, moins la partie Texat de sa carrière. Voilà, ses fans apprécieront. La partie Texat. C'est parce que Robbie Williams a commencé dans un boys band dans les années 90. Texat. Merci. Avec l'accent. Comptez pas sur moi pour l'accent. Allez, on parlait de Apple. On va terminer avec une jolie plaisanterie pour la bonne cause cette fois. Oui, alors il s'appelle Sam, c'est son prénom, son nom c'est Sung. Il s'appelle Samsung et il a travaillé. Non, mais c'est vrai. Il a travaillé pour Apple. On le voit ici. Il a travaillé en 2012. Ça a duré un peu plus d'1 an. Et donc il a retrouvé en déménageant sa carte de visite et son t-shirt Apple du vendeur de l'Apple Store. Et donc évidemment, on le sait, Samsung étant le concurrent le plus féroce d'Apple sur le marché, notamment des smartphones. Voilà, il a donc décidé de mettre ça sous cadre et de mettre en ligne le 6 août dernier sur eBay une enchère de cette carte avec le t-shirt et avec son badge au profit d'une association qui réalise des projets d'enfants et qui donne des bourses. Et il a atteint 80 000 $ au lundi 11 août, c'est-à-dire à peu près 60 000 € d'enchères pour Samsung qui fait un buzz mondial. Voilà, opération marketing, on en parlait, vous en dites quoi, Yoann? Ouais, totalement réussi. Alors, ce coup-là, c'est une belle opération. Mais même pour Robbie Williams, c'est une opération le chanteur. C'est une opération d'une certaine façon. Enfin, ça fait parler de lui à un moment où il n'y a pas trop d'actualité de son côté. C'est-à-dire que finalement, c'est toujours le motto, le proverbe qu'on dit et qu'on redit, c'est parlez de moi, peu importe comment, en bien, en mal, mais parlez de moi. Exactement. Le pire qu'on puisse dire de vous, c'est rien. Ça, voilà. Donc c'est finalement, et puis ce Samsung là, il a très bien compris cette histoire. Il y a eu d'autres réactions à cette vente sur eBay. Il a quand même, parce que ce qui se passe souvent sur eBay, c'est que dès qu'il y a une plaisanterie, les enchères sont fausses. Et il a bien rappelé, et en fait sa médiatisation lui a permis de rappeler aux internautes de ne pas, enfin voilà, que c'était vraiment c'était une véritable très sérieux. Cause, qu'il y avait un véritable absolument. objectif Et il a derrière. même publié la lettre de l'association qui le soutenait dans sa démarche pour que les enchères soient des enchères réelles et que ces 80 000 $ soient vraiment versés à la cause. Merci, messieurs, de nous avoir accordé cette respiration à l'intérieur de cette semaine particulièrement chargée où on a beaucoup parlé de cessez-le-feu, de négociations et de consultations. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et comme l'actualité reprend toujours ses droits, on va prendre la direction de la frontière avec la bande de Gaza. On rejoint notre envoyé sur place, Maxime Pérez. Maxime, vous êtes à la frontière avec la bande de Gaza depuis le tout début de matinée. C'est toujours le calme, un calme tendu, vous nous disiez, qui règne sur place. Oui, calme tendu, à plus forte raison que je me trouve dans cette localité frontalière de Batadar, dans la région de Kfar Ashkelon, qui a été particulièrement touchée par les roquettes du Hamas pendant les 3 semaines de confrontation passées. En ce moment même, toujours derrière moi, dans ce bâtiment que vous apercevez peut-être, se tient une réunion avec plusieurs ministres du gouvernement, dont le chef de la diplomatie, Avigdor Lieberman, et l'ensemble des responsables des localités israéliennes frontalières de Gaza. Nous avons été en partie témoins des débats assez durs qui se déroulent à l'intérieur. D'abord, ce sentiment parmi les responsables des localités israéliennes frontalières de Gaza que rien pour l'instant n'a changé, qu'ils ne sont pas prêts à retrouver une vie normale tant que la donne n'a pas changé avec le Hamas, une réelle insatisfaction sur le plan sécuritaire, beaucoup de frustration. Il n'est même pas question encore des préoccupations économiques, de la rentrée scolaire qui s'annonce déjà dans une quinzaine de jours ici autour de la bande de Gaza. Et puis face à eux, évidemment, les propos assez virulents du ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, qui reste sur une ligne de fermeté extrêmement dure à l'égard du Hamas et qui, pour l'instant, dit toujours s'opposer à un accord avec ce qu'il qualifie d'une organisation terroriste qui en rien n'est intéressée par la paix avec Israël. Il souhaite que l'armée israélienne l'emporte, qu'elle puisse marquer une victoire véritable sur le mouvement islamiste. Et il dit surtout qu'il n'y aura pas de guerre d'usure avec le Hamas, que si dans moins d'une quinzaine d'heures maintenant les hostilités devaient reprendre, eh bien il demande à ce que l'armée israélienne fasse tout
pour écraser le Hamas. Et il a aussi cette phrase extrêmement symbolique, extrêmement dure. En cas d'accord, puisque de toute façon il est très vraisemblable que des discussions vont avoir lieu dans les prochaines heures au sein du cabinet de sécurité israélien, il est hors de question d'accepter un compromis qui n'inclurait pas le retour des corps des 2 soldats israéliens que le Hamas détient toujours. Il dit que si cette exigence n'est pas satisfaite, n'est pas obtenue au terme de ces discussions, eh bien le Hamas recevra en échange les corps d'Ismaël Haniyeh, le Premier ministre du Hamas, et également celui de Mohamed Deif, l'un des chefs militaires du Hamas. Maxime, on parle donc plus sécurité ou diplomatie ce matin avec le ministre des Affaires étrangères? Eh bien, autour de cette table, dans ce kibbutz frontalier, il est surtout question de préoccupations sécuritaires, même si d'autres sujets certainement sont en train d'être évoqués, mais évidemment loin des caméras et des journalistes. Néanmoins, évidemment, il y a un calme tendu ici et tous les regards, les oreilles même sont tendus vers ce qui se passe au Caire dans l'attente d'une avancée, peut-être d'une percée diplomatique. Mais ce qu'on nous dit ici autour de nous, c'est que ce qu'il faut attendre très certainement du Caire, c'est surtout une prolongation du cessez-le-feu. Pour l'instant, on semble encore assez loin à cette heure-là d'un accord entre Israël et le Hamas. Maxime, très rapidement, quelles sont les consignes de la défense passive pour ce qui est en tout cas de cet après-minuit et de cet après-cessez-le-feu? Alors pour l'instant, l'état d'urgence reste maintenu, a été maintenu pendant cette période de cessez-le-feu autour de la bande de Gaza. En revanche, il avait été levé dans les localités situées à une distance de 8 à 40 km de la bande de Gaza, donc à peu près jusqu'au secteur d'Ashdod, presque au nord, presque au centre du pays. Mais évidemment, dans quelques heures maintenant, à mesure que l'on s'approchera de l'échéance du terme de ce cessez-le-feu, eh bien, il y aura une nouvelle estimation faite de la défense passive, une réunion qu'on réenvisagera cet après-midi, et elle pourrait décider évidemment un retour à l'état d'urgence, du moins qu'on réenvisagera au fur et à mesure des perdure heures au niveau diplomatique. Merci beaucoup Maxime Perez, en direct donc de cette frontière avec la bande de Gaza. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur A24 News à suivre un tout nouveau journal. Excellente journée à vous.